Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 19 novembre 2018. Je tiens à saluer les personnes dans la salle ce soir. Nous avons une salle exceptionnelle, je dirais comble. On n'a pas l'habitude d'avoir ça à Alma. Les gens, en général, nous écoutent beaucoup à la télévision communautaire. Alors, bienvenue. J'ai hâte de voir le sujet dans lequel nous allons discuter ce soir, parce que je suis convaincu que vous n'êtes pas venus ici pour rien. Alors, nous allons faire l'assemblée publique et la période de questions va terminer à la fin. Alors, nous avons des sujets passablement ce soir encore. Alors, nous allons débuter rapidement et nous aurons aussi à vous faire quelques petites annonces que nous avons eues en fin de semaine dernière et qui font en sorte que Ville d'Alma, encore une fois, va rayonner à la grandeur du Québec. On va vous dire ça tout à l'heure et c'est assez plaisant d'avoir réussi ce que nous avons réussi après plusieurs années à Mme Beaumont. Yes, Monsieur le maire. Alors, on aura à vous dire ça à la toute fin de l'Assemblée. Tout de suite, on va commencer avec M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, des condoléances pour M. Guy Simard, ancien directeur général de la Ville d'Alma. Au point 5, rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mardi 30 octobre 2018. Au point 6, des dossiers de plan d'intégration des plantations architecturales. 3 dossiers, le premier concernant le 1721 avenue Davis, le second, le 1741 avenue Davis, et le dernier concernant le 5471 avenue du Pont-Nord. Au point 7, nous avons une modification au règlement 264-2015. Au point 8, nous avons la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, port de plaisance, travaux de démolition de la maison sise au 19 rue du Quai et aménagement du site. C'est une contribution financière. Au point 9, École nationale des pompiers du Québec, une entente de service à titre de pôle régional. Au point 10, Aéroport d'Alma, avenant au baux numéro 109 et 113, intervenu avec Panorama Hélicoptère Limité. Au point 11, les féeries de l'île, fermeture de rue, c'est une autorisation et une commandite. Au point 12, 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017, transfert du surplus à la Fondation Alexis le Trotteur. Au point 13, le jogging du Père Noël, c'est une autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 14, des soumissions pour des bordures de béton pour rue 2018. Au point 15, des soumissions, l'acquisition de 2 motoneiges pour le service des loisirs et de la culture. Au point 16, dispense de lecture et adoption du règlement 320-2018, ayant pour objet d'amender les règlements de permis certificat 198-2012 et de zonage 199-2012. Au point 17, nous avons l'adoption du projet de règlement 323-2018, ayant pour objet d'amender le règlement 029 qui concerne le régime d'assurance collective. Au point 18, un avis de motion, règlement ayant pour objet d'amender le règlement 029 qui concerne le régime d'assurance collective. Au point 19, le sommaire des déboursés, période du 7 octobre 2018 au 3 novembre 2018. Au point 20, une entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, local 2541. Au point 21, un essai de service 911 de nouvelle génération. C'est un protocole d'entente sur la confidentialité de l'interface utilisateur réseau avec Bell Canada. Au point 22, des soumissions pour la surveillance de stationnement et spectacle. Au point 23, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour un ensemble d'équipements de sauvetage vertical pour le service de prévention des incendies. Un second dossier qui concerne toujours des soumissions pour des vêtements de sauvetage pour intervenir en milieu isolé, encore une fois pour le service de prévention des incendies. Au point 24, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens.
Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point Affaires nouvelles, au point 23. Moi, j'ai déjà réservé le point C, qui va se titrer comme ceci, Fleurons du Québec. Pardon? Non, le C. Le C était mêlé avec le A. En fait. OK. Alors là, j'ai pris le C et j'ai inscrit Fleurons du Québec. Et ceux qui ont d'autres sujets à inscrire commencent à D. Oui, donc je vais avoir une motion de félicitations pour le gîte au Pignon, ainsi qu'une invitation pour les féeries de l'île. Gîte au Pignon. Oui. Et en point E, féerie de l'île. Oui, une invitation. Alors, on serait rendu au point F. Madame Beaumont. J'inscrirai une motion de félicitations pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. D'autres sujets? J'irai plutôt, moi, au niveau du comité des travaux publics pour des informations. On va le faire du côté du rapport des comités. D'accord. Travaux publics en A. Oui. Différentes informations là, concernant Oui. les travaux publics. S'il y en a qui veulent ajouter d'autres choses aux affaires nouvelles? Oui, Monsieur le maire, en fin de semaine avait lieu le marché de Noël, donc le premier marché de Noël à Saint-Cœur-de-Marie. Donc, je ferai une motion de félicitations à la suite des autres. En G. Oui. Merci. D'autres points? En ce qui concerne le point 24, qui est un rapport des comités et du maire, est-ce qu'il y a des rapports de comité à faire à part celui des travaux publics? Ça vous va? Alors, ça me prend une résolution. M. Fradette propose l'ordre du jour, appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 2, qui est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 novembre, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. On est rendu au point 4, des condoléances, ce qui n'est jamais agréable à faire, mais c'est tellement important de les faire. Concernant le décès de M. Guy Simard, ancien directeur général de Ville d'Alma. Pour ma part, M. Simard a été un compagnon de travail de plusieurs années. C'est quelqu'un, en plus, qui a été important dans les décisions de ma vie. Je pourrais affirmer, sans trop me tromper, que si je suis assis dans ce fauteuil aujourd'hui, c'est un peu beaucoup grâce à M. Simard, de par ses conseils, de par sa sagesse. Et puis, M. Simard a travaillé pendant 37 ans à la Ville d'Alma. Il a commencé à la base, comme on dit, et puis a terminé directeur général. Nous a maintenu une gestion saine, une santé économique importante pour une municipalité. Moi, je peux le dire parce que je compare beaucoup en siégeant à l'Union des municipalités. On est énormément de villes au Québec qui ont des problèmes financiers importants. On a réussi pendant toutes ces années à garder le cap sur notre gestion avec une dette raisonnable, avec des taux de taxation bas. Alors, je pense qu'un peu beaucoup, c'est grâce à des gens comme M. Guy Simard. Alors, moi, je tenais à donner les condoléances. On les a fait, bien sûr, plus intimement au salon. Mais publiquement, c'est important qu'on passe une résolution pour offrir des condoléances à toute la famille, à commencer par Francine, sa conjointe, mais aussi ses enfants, ses frères et sœurs, et grosse famille d'ailleurs. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé, bien sûr, de M. Tremblay. Bon voyage, M. Simard. Ceci étant dit, le point 5, c'est le rapport des comités consultatifs d'urbanisme, M. Tremblay. Oui, c'est simplement pour adopter le rapport de la réunion qui s'est tenue le 30 octobre 2018. Donc, j'en ferai la proposition, étant entendu que, évidemment, les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole feront l'objet de résolutions distinctes et que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique et de résolutions distinctes lors de la prochaine séance. OK, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier, et je tiens à noter que M. Larouche
s'est retiré pour le fait qu'il y a des sujets qui concernaient Un membre de ma famille. les membres de sa famille. Alors, au niveau de l'éthique, à chaque fois qu'arrive une chose comme celle-là, la personne élue prend sur elle-même de se retirer pour être vraiment équitable envers tout le monde. Alors, on y va pour le point 6, qui est le PAIA. Toujours M. Tremblay, concernant l'avenue Davis. Oui, le 1721 avenue Davis, ça concerne un projet qui vise à agrandir la résidence unifamiliale isolée située à cette adresse dans le quartier Île-Maligne. Ça fait l'objet de recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je proposerai d'accepter les recommandations du CCU concernant l'approbation de ce projet dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le quartier Île-Maligne. Ça inclut les conditions suivantes, à savoir que la toiture à 3 versants devra avoir la plus forte pente possible sans hypothéquer la fenêtre à l'étage. Les revêtements de toiture et de murs devront être harmonisés à ceux de la maison et le modèle de fenêtre devra être identique à celle de la maison. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Le point B, c'est toujours dans l'avenue Davis, le 1741. Oui, alors un projet qui consiste à approfondir l'appentis annexé au mur arrière ainsi que la toiture de la galerie arrière de la résidence unifamiliale située au 1741 avenue Davis dans le quartier Île-Maligne. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Donc, je proposerai d'accepter cette recommandation dans le cadre du PIA pour le quartier Île-Maligne et ça inclut les conditions suivantes, à savoir le recouvrement de la toiture devra être le même que celui de la maison, c'est-à-dire en bardeaux d'asphalte rouge. Le revêtement de l'appentis devra être le même que celui de la maison en fibre de bois blanc. Et la porte en bois existante devra être récupérée, de même que les poteaux en bois ouvragés de la galerie. Alors, c'est toujours proposé par M. Tremblay et toujours appuyé de M. Fradette, que je pense est dans le quartier Île-Maligne. C'est le bon quartier. Ah, c'est le bon. Pour le point C, je me retire encore, c'est pour... Le point C, M. Larouche va se retirer sur l'avenue Dupont-Nord, le 54-71. Oui, cette fois, c'est un projet commercial qui vise à implanter un comptoir saisonnier de restauration dans la cour avant d'une résidence bifamiliale et à côté de bar laitier situé au 5471 avenue du Pont-Nord. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU, donc je proposerai d'accepter cette recommandation qui inclut les conditions suivantes, à savoir que le concept retenu de la finition du comptoir devra répondre au projet initial et être présenté au service d'urbanisme pour approbation, et un aménagement paysager conforme en profondeur et planté d'arbres devra séparer la terrasse de l'emprise de l'avenue du Pont-Nord. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et cette fois-ci, c'est appuyé de M. Carrier. Vous pouvez revenir, M. Larouche. Le point 7, c'est une modification concernant le règlement 264-2015. Mme Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, ça, c'est un emprunt qu'on avait contracté en 2015 pour la construction du centre multisport. Et c'était un emprunt de 11 653 000 $ et à chaque année, on prend un montant dans le surplus accumulé pour en rembourser une partie. Donc, dans ce cas-là, il faut réajuster le règlement. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et les villes, il est possible de modifier un règlement d'emprunt par une simple résolution et qui ne requiert aucune approbation lorsque cette modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Alors, je propose qu'on puisse remplacer le libellé, l'article 4, par le texte suivant. Donc, aux fins du présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 11 653 000 incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme, à affecter une somme de 1 550 000 provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville, à affecter une somme de 1 500 000 provenant du budget disponible. Ça, c'est les années antérieures. Donc, en 2017, on est allé avec un montant de 550 000 $. Et là, à affecter une somme de 280 154 $ provenant de la réserve financière. Et voilà, et ça fait le tour de la question. Donc, on vient réduire là, encore le montant de l'emprunt initial. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Je pense qu'il est important de mentionner dans ces dossiers-là, comme d'autres d'ailleurs, lorsqu'on va dans des pareils investissements avec des programmes qui sont subventionnés par le gouvernement, on se doit de faire une prévision budgétaire qui englobe l'entière dépense concernant le dossier, mais qui est superflu dans le sens que lorsqu'on décide de prendre des surplus de la Ville pour mettre sur les sommes d'emprunt, on réduit de temps les sommes d'emprunt. Le gouvernement du Québec, avec l'aide financière qu'il nous accorde, c'est important de le mentionner, nous exige d'emprunter à leur place et de nous payer
le versement qui va avec, ce qui est assez confondant vis-à-vis les obligations directes concernant le conseil municipal, la décision que le conseil municipal prend dans ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un dossier qui joue autour de 11,5 millions de dollars et qu'on a eu à emprunter inférieur à 2 millions. Le reste a tout été payé, soit comptant par le fait qu'on a des surplus qu'on dégage et qu'on a décidé de mettre dans ce dossier, et le fait que le gouvernement du Québec nous a donné une aide financière, mais qu'on a dû emprunter pour le faire, eux payent le terme seulement. Alors, l'important dans tout ça, c'est de savoir que c'est comme ça que ça se passe en général. Centre Mario-Tremblay, ça a été la même chose. Et puis, je dois dire qu'on est les seuls présentement ici dans la région à avoir un équipement de cette qualité. Un centre multisport, on fait l'envie de plusieurs. On s'est servi, bien sûr, des Jeux du Québec. Ça nous a donné un élan pour être capable de convaincre les gouvernements de nous soutenir dans le dossier. Mais maintenant, on l'a pour la population. Et à date, il ne coûte pas tellement cher comparativement à la valeur de l'édifice. Alors, on est bien fiers d'avoir réussi ce dossier qui n'a pas été facile. On a dû frapper aux portes à quelques reprises. Mais quand les Jeux sont arrivés, la porte s'est comme agrandie. Ça l'a comme bien fait. Alors, je pense que c'est important qu'on raconte un peu l'histoire de ça. Merci, Mme Fortin. On est rendu au point 8. C'est-tu bien ça? Oui, le 7. C'était juste pour voir si vous suiviez, c'est ça? Alors, le point 8, la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean, port de plaisance, M. Alain Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution pour autoriser la signature du protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean concernant le mandat de gestion du site des immeubles, des biens meubles et des infrastructures du quai de la Villa Saguenay pour un projet connu sous l'appellation Port de Plaisance, que dans le cadre de ce projet, la Ville d'Alma a procédé à l'acquisition de la maison 6 au 19 rue du Quai pour éventuellement la démolir et remettre en état son terrain pour l'intégrer au site. Qu'en janvier 2018, Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean a été fusionné à la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est. Et considérant la demande d'aide financière formulée par la Corporation d'innovation et de développement pour effectuer les travaux de démolition et d'aménagement du site, que le conseil municipal avait consenti une aide financière au montant de 20 384 $. Il a donc résolu d'autoriser une contribution financière non récurrente au montant de 18 283 $, taxes incluses, à la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean pour les travaux de démolition et de remise en état du site de la maison 6 au 19 rue du Quai, dans le cadre du projet du port de Plaisance, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2018. Et la maison du 19 rue du Quai a été effectivement démolie, oui, ce qui donne vraiment une vue là, vraiment plus intéressante là, quand on arrive directement sur le quai. Donc, je propose cette résolution, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Ça aussi, ce dossier-là, c'est important de rappeler que c'est le quai de la Villa Saguenay. Tout le monde connaît le quai de la Villa Saguenay. La Ville d'Alma a entrepris à moyen terme de prendre le contrôle un peu plus du secteur parce qu'on sait que c'est un secteur qui est très utilisé au niveau de la pêche, mais il y a tellement autre chose à y faire parce que ceux qui ont déjà voyagé sur cette rivière-là jusqu'à la marina de Shipsha, c'est exceptionnel. C'est un mini-fjord, c'est très beau et peu de gens le connaissent à part ceux qui font de la pêche. Là, on a installé une marina. On agrandit tranquillement, pas vite, le terrain selon ce que les individus vendent leur maison. Les stationnements, la même chose. Alors, dans peu d'années, je pense qu'on aura un centre important en plein centre-ville au niveau de la nature. Et puis, les gens qui veulent faire un peu de navigation sur cette rivière-là vont pouvoir le faire d'une manière un peu plus moderne et un peu plus touristique. Et c'est cet objectif qu'on veut atteindre. Et puis, on a pas mal d'avancements de fait tout le temps en faisant attention, bien sûr, au budget, mais lorsqu'une occasion se présente, on donne le coup et on prend du territoire de plus en plus, qui est un territoire public pour l'ensemble de la population d'Alma et des visiteurs qui viennent nous rendre visite de temps à autre. Le point 9, c'est une École nationale des pompiers du Québec, entente de service, Madame Villeneuve. Oui, effectivement, c'est un renouvellement parce qu'on sait que l'École nationale des pompiers du Québec désire se rapprocher de la clientèle régionale afin de mieux faire comprendre le fonctionnement de la formation des pompiers et pompières, ainsi que des règles et procédures que cette dernière prescrit.
L'École désire aussi que la Ville d'Alma agisse en son nom comme diffuseur des règles et procédures, puis apporte son soutien technique aux élèves gestionnaires de formation de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, considérant le directeur du service de prévention des incendies recommande d'accepter cette entente-là. Donc, je vous propose d'accepter l'entente de service conclue avec l'École nationale des pompiers du Québec afin que le service de prévention des incendies de la Ville d'Alma puisse agir en son nom comme diffuseur des règles et procédures, puis apporter, bien entendu, le soutien technique aux élèves gestionnaires de formation de la région et d'autoriser, bien entendu, le directeur des services de prévention des incendies à signer cet engagement. C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Ça aussi, je pense que ça vaut la peine de le dire. On est reconnu à travers tout le Québec pour les compétences que nous avons ici au service d'incendie. On forme la plupart des pompiers et pompières de la région et même de l'extérieur qui viennent ici faire des stages de formation. Et puis, c'est encore un document qui reconnaît au niveau du gouvernement les compétences que nous avons ici. On en est bien fiers, d'ailleurs. Le point 10, Aéroport d'Alma, un avenant au baux numéro 109 et 113. Toujours M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que les baux intervenus en 2005 entre la Ville d'Alma et la firme hélicoptère Panorama Limité, portant les numéros 109 et 113, considérant que ces baux prévoient la location de terrains pour une durée de 20 ans, soit du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2025, sans possibilité de renouvellement automatique, que le locataire demande d'apporter une modification aux baux initiaux afin de permettre 2 options de renouvellement de 10 ans consécutives pour de futurs projets à être financés, que la Ville d'Alma doit consentir à cette modification et que la recommandation favorable du directeur général d'Aéroport d'Alma est donc résolu d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour l'avenant au bail numéro 109 et 113 de l'aéroport intervenu avec la société Hélicoptère Panorama Limité. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé et par bien M. sûr Fortin. que ça donne pas mal de visibilité également à l'aéroport. Je pense que ça fait bouger notre aéroport. Non, l'aéroport, ces temps-ci, roule à plein régime, et c'est tant mieux parce qu'on s'est déjà questionné sur l'avenir de cet aéroport. Il y a beaucoup d'emplois présentement qui sont directement liés. Appuyé de Mme Villeneuve, Mme Beaumont, appuyé de Mme Beaumont. Le point 11, ce sont les féeries de l'île, fermeture de rue et aide financière. M. Frédéric Tremblay. Je me retire encore une fois. S'il vous plaît. M. Larouche est directement concerné, alors il va avoir passé plusieurs minutes dans le corridor. Il est en punition. Là, il est encore à l'école, hein? Il est à genoux de l'autre bord. Là, alors, M. Tremblay. Oui, donc, l'organisme Les Féeries de l'île organise diverses activités hivernales le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre prochain, notamment un clair de lune au centre sportif Mistouk, une parade de Noël dans les rues et un dépouillement d'arbres de Noël. C'est une organisation qu'on appuie depuis plusieurs éditions déjà. Donc, en ce sens-là, je vais proposer qu'on autorise l'organisme Les Féeries de l'île à fermer temporairement certaines rues dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la parade de Noël qui aura lieu le 1er décembre 2018 et d'autoriser le versement d'une aide financière jusqu'à concurrence de 1 500 $ à cet organisme. Et cette somme sera prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, étant entendu qu'il faudra déduire de cette somme les demandes de services formulées par l'organisme. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Allez-vous faire la parade du Père Noël, M. Carrier? Le jogging. Ah, le jogging. Vous faites le jogging. On y arrive dans 2 points. Moi, je vais être dans le pick-up avec une sucre. Je vais aller vous représenter cette année. On est rendu maintenant au point 12. Vous pouvez revenir, M. Larouche? Les genoux, ça va pas pire, les genoux? Oui. Je sens que je vais repartir bientôt. Le point 12, c'est les 52e finales des Jeux du Québec hiver 2017. C'est un transfert de fonds. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le comité de presse du 19 septembre 2017, le comité organisateur de la 52e finale des Jeux du Québec, hiver 2017, et que la Ville a exprimé le souhait de remettre une partie du surplus à la Fondation Alexis Trotteur afin de maintenir sa mission, considérant que le Comité des loisirs recommande au Conseil municipal de transférer une somme de 140 000 $ provenant du surplus de la 52e finale des Jeux du Québec. Donc, il est donc résolu d'autoriser le transfert d'un montant de 140 000 $ à la Fondation Alexis Le Trotteur, cette somme étant prise à même le surplus de la 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017.
Puis, bien sûr, la Fondation Alexis Le Trotteur, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça remet des bourses qui sont équivalentes aux intérêts des placements qui sont faits par la Fondation au sport élite et à la culture également. Donc, nous autres, du côté du Conseil de ville, on prétend que c'est une très bonne organisation, puis à ce moment-là, on peut permettre de transférer une partie du surplus de la 52e finale des Jeux hiver On 2017. peut parler de tradition, parce que ça fait longtemps que ça existe. C'est une ancienne fondation... Annie Potvin. Annie Potvin. Annie Potvin. L'ancienne fondation Annie Potvin qui est devenue Alexis Le Trotteur suite aux Jeux, je pense, de été 1999. Effectivement. Et que ça ne nous rajeunit pas. Non. Proposé par M. Fortin, je dirais appuyé par Mme Beaumont. Oui, j'ai le second, mais Vous peut-être avez un petit mot à dire, Mme Un petit mot à Beaumont? dire, oui. Rappeler toute la participation de la Fondation Alexis Le Trotteur, qui a une loterie qui est tout le temps, Oui. qui fonctionne très, très bien, puis qui a été utilisée par l'Organisation des Jeux du Québec. Alors, ça avait été remis là, pour permettre de financer les Jeux du Québec et le 150e anniversaire. Donc, c'était un retour aussi là, de cette belle participation Exact. qu'on a eu, le beau coup de main qu'on a eu de la Fondation Alexis Le Trotteur. Puis ça retourne évidemment là, pour l'élite sportive, mais aussi l'élite culturelle. Alors, je pense que c'est vraiment un beau geste. Là. Exactement. Puis tout est à l'honneur de l'équipe qui a organisé les Jeux du Québec, parce qu'on avait donné comme mission d'organiser des Jeux du Québec, mais de générer des surplus. Voilà. C'est pas souvent qu'on voit que les Jeux, dans une ville quelconque, génèrent des surplus. C'est une organisation dispendieuse. C'est bon pour l'image d'une ville, c'est bon pour nos jeunes, c'est bon pour l'ensemble d'une société, mais en plus, générer des surplus, ben bravo. Alors, bravo à l'équipe qui a travaillé fortement à maintenir, à suivre... vous étiez à la tête de ça, Mme Beaumont, pour maintenir les budgets serrés, comme on dit. Alors, ça a permis d'avoir des surplus pour aider encore notre jeunesse dans ce fonds-là spécial. Tout à fait. Le point 13, le jogging du Père Noël. On y arrive. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Déjà la 7e édition, donc le temps passe vite, on l'a dit tantôt. Donc le jogging du Père Noël, c'est organisé par des bénévoles du club d'athlétisme d'Alma. J'invite toute la population, nos employés de Ville d'Alma ainsi que les membres du conseil. Vous, Monsieur le maire, ce sera l'an prochain. On sait Au pire, allez, si vous prenez les malheureusement. chaises roulantes, il n'y a pas de problème. Donc, Pour pousser. c'est dimanche le 9 décembre à 10h30. On se donne rendez-vous au Centre Mario Tremblay. Le prix d'entrée, bien, c'est d'amener des denrées. Donc, on récupère des denrées. L'an passé, là, il y avait un camion là, quand même de 18 pieds, assez bien garni. Donc, c'est important pour nos démunis. Puis, ensuite de ça, bien, je propose donc d'autoriser le comité organisateur de l'activité, le jogging du Père Noël, à emprunter les rues de la ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la 7e édition de l'événement le 9 décembre 2018, le tout selon l'itinéraire soumis à la Sûreté du Québec. Donc, c'est une invitation à tous. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Pourquoi pas? Oui, vous êtes là, on va en profiter. Le point 14, c'est une soumission concernant les bordures de béton. Imaginez, là, on commence l'hiver, on est déjà rendu dans les bordures de béton. On pense déjà à l'été prochain. Madame Beaumont. Alors, c'est pour mettre en inventaire, vous aurez compris. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordures de béton pour l'ensemble des rues désignées, qui sont à la phase 2. Alors, les soumissions suivantes ont été reçues le 23 octobre 2018 de la Chance Asphalte Incorporée d'Alma, un montant de 10 985 et 86, et du groupe Giro-Maçonnex Incorporé de Saint-Bruno, un montant de 11 771 $. Les prix total incluent les taxes. Alors, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer évidemment la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de bordures de béton pour l'ensemble des rues désignées dans la phase 2 à la firme La Chance Asphalte 1987 Incorporée d'Alma pour un coût total de 10 985 et 86. Ces taxes sont incluses conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 64. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 15, qui est toujours une soumission, cette fois-ci acquisition de 2 motoneiges pour le service des loisirs. Monsieur Carrier. Oui, donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de 2 motoneiges pour le service des loisirs et de la culture, pour les activités de ski alpin et de ski de fond, donc les soumissions suivantes ont été reçues le 7 novembre 2018.
soit au montant de 34 579 de Sport DRC d'Alma, et pour équipement d'Alaire de Saint-Bruno, un montant de 42 227,67 $, considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur général concernant la non-conformité de la soumission de la firme d'Alaire Équipement au Quai Incorporé et les taxes appliquées. Je propose donc de considérer le plus bas soumissionnaire conforme reçu et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de 2 motoneiges pour le service des loisirs et de la culture à la firme Sport DRC Incorporée d'Alma pour un montant total de 34 579,51 $, taxes incluses, cette somme étant financée comme suit, c'est-à-dire une somme de 25 000 $ étant prise à même les disponibilités financières à cette fin au projet d'immobilisation numéro 054 et le solde étant pris également les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 040. C'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 16, c'est une dispense de lecture et adoption du règlement 320-2018 ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certification. M. Tremblay. Oui, on sait que la légalisation du cannabis a eu Oui. certains impacts sur nos réglementations. Oui. Donc, on a déjà fait le travail au niveau de nos règlements sur la paix et le bon ordre. Ça avait aussi des incidences au niveau de nos règlements d'urbanisme, notamment ce qui touche la commercialisation et les usages industriels. Donc, on est rendu aux dernières étapes à ce titre-là. Donc, je proposerais qu'on adopte le règlement 320-2018, ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012 et de zonage 199-2012 de façon à assujettir le permis de vendre, cultiver ou produire du cannabis au dépôt de toute autorisation gouvernementale requise. Bref, si quelqu'un a un projet en lien avec ça, ça prend l'autorisation du gouvernement. Autoriser la vente de cannabis dans les zones commerciales CB, CC ou CD à une distance d'au moins 250 mètres de tout lieu où il est interdit d'en consommer en vertu de la loi encadrant le cannabis. Donc, on permet la vente dans les secteurs commerciaux désignés, mais cela dit, pour l'instant, ça demeure un monopole étatique, il n'y a pas de nouvelles comme quoi ça descend à Alma. Et finalement, préciser que l'entreposage, de même que la culture sous serre, peuvent constituer des usages secondaires à un usage principal industriel de fabrication ou de transformation. Une norme générale non spécifique au cannabis, mais pouvant s'y appliquer. En gros, ce que ça veut dire, c'est que nos parcs industriels servent à créer de l'emploi. On essaie d'éviter les projets d'entreposage ou de serre, à moins que ce soit un usage secondaire au secteur industriel concerné. Exact. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. On peut dire qu'on se trouve à protéger les cours d'école avec ça. Et c'est ça que ça veut dire. Le point 17, c'est l'adoption du projet de règlement 323-2018 ayant pour objet d'amender le règlement 029. On va savoir c'est quoi 029, M. Fredette. Bien, en réalité, c'est juste pour amender le règlement 029. Donc, considérant que le projet 323-2018 a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je proposerai, M. le maire, d'adopter ce projet et pour objet d'amender ce règlement 029, régime d'assurance collective. Autrement dit, c'est les assurances collectives, les conventions collectives. C'est en plein ça. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 18, c'est un avis de motion qui va être présenté par M. Larouche, règlement ayant pour objet d'amender le règlement 029. C'est dans l'avis de motion cette fois-ci. J'ai l'avis de motion aussi. OK. Passez-y cette feuille parce qu'il faut que ça signe. Tu ne peux pas signer dans l'écran, tu vas briser. Je sais, mais j'ai pas la feuille. Tu vas briser ton appareil, signe pas là-dessus. J'ai prêté un lien. Donc, je sous-signé Olivier Larouche, conseiller municipal de la ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement 029 le règlement 029 qui concerne dans le fond le régime d'assurance collective. Donc, je signe. Merci, M. Larouche. Nous sommes rendus au point 19, qui est le sommaire des déboursés, période du 7 octobre au 3 novembre 2018. Mme Beaumont.
Oui, alors je vais proposer d'approuver ce sommaire des déboursés pour cette période du 7 octobre au 3 novembre 2018 qui s'établit comme suit, c'est-à-dire que le total des chèques qui ont été émis pour cette période est un montant de 1 811 232,34. Ça inclut aussi les paiements effectués par Internet et les transferts directs qui, eux, sont au grand total de 7 873 808,96. Et peut-être qu'il est à noter qu'au cours de cette même période, il y a eu du travail en temps supplémentaire qui a été effectué au montant de 21 958,46, qui sont à l'intérieur là, du montant global. Alors, ce sont les chiffres qu'on vous présente là, du 7 octobre au 3 novembre. Fait que c'est présenté par Mme Beaumont, il y a Oui. appuyé de Mme Fortin. C'est important de mentionner que là, on est rendu en novembre. Vous allez voir, les sommes dans le futur vont être un peu plus élevées, étant donné que l'hiver... Des déneigements, des fois les déneigements dans les tempêtes en plein fin de semaine, c'est pas mal plus coûteux. Mais il reste qu'il faut passer au travers de l'hiver. Actuellement, on s'en tire bien, M. le maire. Oui. Hein. Le point 20, c'est une entente SCFP locale 2541, documents et projets de résolution annexés. M. Fradette. Oui, M. le maire, encore une fois. Ressources humaines, hein, c'est ça. Ça va bien avec nos employés. Là, c'est les pré-retraites. Donc, c'est la Convention collective de travail des employés municipaux, syndicat canadien de la fonction publique locale 2541, qui prévoit les modalités relatives aux ententes de pré-retraite. Et considérant que les négociations intervenues entre la Ville d'Alma et le SCFP local 2541 afin de mettre à jour ce type d'entente, notamment en ce qui concerne les assurances collectives dont le coût sera assumé à 100 % par l'employé pré-retraité, à compter du 1er janvier 2019, et ce, en contrepartie d'un jugement équivalent dans le calcul de la valeur des ententes. Et considérant que le Comité des ressources humaines recommande cette signature, donc j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 21, c'est SS Service 911 de nouvelle génération, protocole d'entente sur la confidentialité avec Bell Canada, M. Jocelyn Fradette. Oui, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma offre le service centralisé d'appel d'urgence, le SAU, pour les appels d'urgence 911 sur son territoire et celui de plusieurs MRC, et que la société Bell Canada offre la possibilité au SAU de participer à des essais de service 911 de nouvelle génération devant être réalisés à compter du 28 février 2019 jusqu'en juillet 2020, et que cette offre est assujettie à la signature d'une convention de non-divulgation concernant les spécifications d'interface utilisateur-réseau, et que le directeur du service de la prévention des incendies recommande de signer cette convention et de participer aux essais. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Villeneuve. C'est important de le dire, le 911, on donne des services pas mal en dehors de la région ici. On vient de signer une entente avec la MRC du Fjord. On couvre une partie de la baie James, Chibougamau, Chapet. Alors, notre service est compétent, notre service est reconnu, et puis on espère aller en chercher d'autres, parce qu'on est en train de se faire une belle caserne à incendie avec une modernisation dans ça, et des systèmes que Bell Canada va fournir au niveau technologique de fine pointe. Alors, quelque part, je pense qu'on a le vent dans les voiles et on verra peut-être d'autres annonces dans le futur à partir du moment où on est capable de négocier et d'être concurrentiel avec d'autres services. Le point 22, c'est une soumission, surveillance de stationnement et spectacle. Madame Villeneuve. Oui, effectivement, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la surveillance des stationnements, des spectacles et autres, il y a seulement une soumission qui a été reçue au 30 octobre 2018. C'est le groupe de sécurité Gardant Incorporé Chicoutimi au montant taux horaire taxe en su de 28,99. Et lorsqu'on a seulement un soumissionnaire qui dépose, nous avons la possibilité de négocier à la baisse. Et c'est ce que nous avons réussi à faire et nous avons obtenu un montant à 28,11 au lieu de 28,99. Alors, je vous propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la surveillance des stationnements, des spectacles et autres à la firme Groupe de sécurité Gardant Incorporé de Chicoutimi, au taux horaire révisé de 28,11, conformément à la soumission et au document d'appel d'offres, dont copie demeure annexée. Puis c'est pour la période 2019-2020 et 2020-2021. Alors, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. C'est important de dire, bien sûr, que lorsqu'ils sont seuls au niveau de la soumission, il faut négocier avec eux, mais d'une manière volontaire. On ne peut pas imposer des montants, mais sauf qu'on est capable quand même de faire
bien, c'est un peu la dépense. Donc, peut-être juste pour ceci, ça se trouve pour être pour le secteur du centre-ville, c'est ça? Ben, pour les activités qu'on a besoin de garde, quand tu vas, mettons, à l'auditorium, tu vois les gardes qui sont dehors, là, qui font OK. le stationnement. OK. C'est ce genre de service-là. Le point 23, on est rendu aux affaires nouvelles. Le 23A, qui est une soumission ensemble d'équipements de sauvetage vertical. Madame Fortin, vous allez faire de l'alpinisme. Espérons que c'est pas moi qui va le faire. On va laisser ça à des gens plus compétents. En fait, justement, on a un service de prévention des incendies qui est très compétent, mais bon, pour faire des sauvetages verticales, ça prend de l'équipement. Alors, on est allé en appel d'offres là, pour ces équipements, pour le sauvetage vertical, et on a reçu au 13 novembre 2018 un seul soumissionnaire, Horizon Vertical Inc. de Chicoutimi, pour un montant de 7 895,12 $. Et le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur de service de prévention des incendies précise que la soumission est bien conforme. Alors, je propose là, qu'on considère cette soumission. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Effectivement, les silos, par exemple, lorsqu'on pense qu'il y a encore un pauvre agriculteur qui est décédé dans son silo à 43 ans, c'est important, je pense, d'avoir ce qu'il faut pour arriver rapidement et être capable de sauver les gens qui sont mal pris au niveau des hauteurs. Le 23B, c'est toujours une soumission, vêtements de sauvetage pour intervenir en milieu isolé. Toujours Mme Fortin. Tout à fait. Oui. Je vais me retirer parce que j'ai un membre de la famille qui est propriétaire d'une des deux entreprises. Allez vous mettre à genoux. Il connaît tout le monde. C'est la thématique aujourd'hui. Je pense que j'ai jamais vu ça. aussi répété que ça, j'ai jamais vu ça. Dans la même soirée. Oui, dans la même soirée. Allez-y, Mme Fortin. Donc, on continue. Pour faire ce type de sauvetage en milieu isolé, ça prend aussi des vêtements adéquats. Donc, des vêtements de sauvetage. On est allé encore en appel de soumission. Et au 12 novembre 2018, on avait deux soumissionnaires, Pro Nature Inc. d'Alma pour un montant de 6 001,56 $ et SPI Santé Sécurité Alma pour un montant de 6 068,77 $. Alors, ça s'est joué de peu. Et selon les soumissions sont considérées conformes. Alors, je propose qu'on aille avec la plus basse soumission. Donc, Pro Nature Inc. pour un montant de 6 001,56 $. Proposé par Mme Fortin, puis appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus à 23C, que je m'étais réservé, et qui est intitulé « Fleurons du Québec ». Une fierté exceptionnelle, incroyable. Ce que vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui ont atteint ce degré de qualité et de beauté. Puis ça, c'est fait pour l'ensemble de la population d'Alma, qui en est très fière d'ailleurs. Moi, si il y a des témoignages que je reçois régulièrement au niveau courriel, par téléphone, par contact avec les gens lorsqu'on fait de la représentation, c'est la beauté de la ville, en fin d'été, les odeurs des parfums, des fleurs, nos arbres qui sont entretenus, qui sont souvent soignés parce qu'il y a souvent des maladies dans ça aussi. Alors, on a une équipe au niveau horticulture exceptionnelle. Nous sommes avec, entre autres, Mme Véronique Gay, qui était avec nous à Drummondville, parce que nous sommes allés à Drummondville. Je suis allé avec notre conseiller, M. Larouche, qui est maintenant président du comité d'embellissement. Mme Beaumont l'a été pendant des années, et moi, je suis le vieux de la vieille. J'ai starté la machine il y a quand même plusieurs années. Puis effectivement, moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est persévérance. Parce qu'à un moment donné, on est venu un peu... on se demandait si on allait continuer à travailler fort pour attirer les juges et regarder qu'est-ce qui se fait d'amélioration année après année à la Ville d'Alma. Dans tous les secteurs, là, on parle entre autres de services publics, les commissions scolaires font partie du jugement, le CIUS, ça fait partie du jugement, les institutions de services en ville. Alors bref, il y a un survol qui se fait de la part de nos juges qui est assez complexe et qui cumule des points. À un moment donné, en bout de ligne, bien, on a des fleurons qui correspondent au total de points que nous avons. Nous avons été une bonne période, rapidement atteint le 3e fleuron. Ça a été un peu plus dur pour le 4e, puis je dirais un peu décourageant pour le 5e, parce que le 5e fleuron, c'était difficile. Puis vous donner un exemple, une des villes qui a le 5e fleuron, puis que je trouve un peu injuste vis-à-vis Alma, c'est Westmount à Montréal.
Alors, ça vous donne une idée comment ça peut être difficile confronter des moyens financiers aussi importants que la ville de Westmount. Mais il reste à travailler ensemble fortement, à demander à l'ensemble de la population, parce que ça a un mouvement d'entraînement vis-à-vis de la population, d'avoir des parterres qui sont propres, d'avoir des arbres bien taillés et tout ce qui s'ensuit au niveau de la maison elle-même. L'industriel, c'est la même chose. Année après année, on participe à un concours à la Chambre de commerce pour encourager nos gens d'affaires à bâtir des beaux commerces, à rénover des beaux commerces et en faisant de la verdure constamment. Alors moi, pour le bien de la cause, j'ai mis ma cravate verte qui va bien avec les 5 fleurons. Et puis, j'étais très fier d'avoir présenté ça. Nous l'avons annoncé quelque peu dans le quotidien. J'aurais pensé qu'on aurait pu avoir un front un peu plus gros, étant donné qu'on est les seuls dans la région à avoir 5 fleurons. Alors, on va le dire autrement, mais on va le dire. Et puis, on va continuer quand même à le promouvoir. On va continuer quand même à informer la population que la ville d'Alma est maintenant classée 5 fleurons. C'est le maximum des fleurons que les fleurons du Québec peuvent donner à une municipalité. On en est très fiers, mais c'est beaucoup grâce à la population, grâce aux partenaires, aux gens d'affaires et aux services qui se donnent dans les institutions comme le collège, la commission scolaire et tout. Je sais que vous voulez prendre la parole aussi, alors je vais vous la laisser. Je vais commencer par Mme Beaumont, qui a quand même une certaine seniorité. Ça a été 8 ans, je pense, présidente. Vous avez votre 8e mois. Mais vous allez aller assez Non, mais ça vite. fait 1 an. Vous allez assez vite arriver à 8 ans, vous allez voir. Si vous faites bien le travail, là, on va vous garder là longtemps. Alors, Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Probablement à cause de mon âge que j'ai la parole en premier, Olivier. Bien, écoutez, merci beaucoup de me permettre de prendre la parole parce que je me souviens, quand je suis arrivée en 2009, vous avez été nommé maire et puis on a eu une discussion là-dessus, puis j'ai dit j'aimerais bien ça prendre le comité des fleurons, le comité d'embellissement de Ville d'Alma, puis c'est vous qui l'aviez comme conseiller municipal, puis on s'était dit objectif 5 fleurons, mais on ne savait pas que ça prendrait tant d'années. Ouais. Mais ça a été une expérience extraordinaire, 8 ans à titre de président de ce comité-là, et puis j'ai pris le temps de faire une réflexion là-dessus parce que ça semble très banal peut-être quand on parle fleurons du Québec, mais ça a des impacts extrêmement importants sur une municipalité. Et si vous me permettez, j'ai écrit certaines choses parce que je ne voulais pas oublier des informations, puis je ne voulais pas oublier des gens non plus. Là, Un poème? C'est un poème, si on veut. Disons que c'est un poème, mais ça ne rime pas. Donc, écoutez, d'abord, moi, je trouve que c'est une culture qu'on a instaurée à la Ville d'Alma. C'est beaucoup plus que de dire on met des fleurs puis on les cultive. C'est vraiment une culture à l'intérieur de tous nos services municipaux, puis ça, c'est vraiment formidable. En 2009, vous l'avez dit, 3 fleurons. 2012, 4 fleurons. 2015, 4 fleurons qui ont été quand même assez difficiles à conserver parce qu'il faut quand même, on les a, mais il faut les conserver. Et en 2018, 5 fleurons. 9 ans de travail, d'effort, de concertation. D'abord, une volonté du conseil municipal, de nos services municipaux, de nos employés, du comité d'embellissement, des bénévoles dévoués, des bénévoles qui se sont donnés, un comité qui a l'idée avec beaucoup de force et de détermination, plein de projets, différentes initiatives au cours des ans. La journée de l'arbre, entre autres, bon an, mal an, 2000 plants qui ont été distribués à la population. Le concours Maison Fleurie qui a été développé avec la Société d'horticulture, des projets avec les fabriques, avec les écoles. Je pense entre autres à l'École Saint-Sacrement avec mon collègue Frédéric Tremblay. Vous avez fait un travail extraordinaire, là. On peut appeler ça un projet scolaire municipal. Ça a été une très belle réussite. Le Conseil a revu l'ensemble de ces parcs, a développé des sentiers de marche, travailler avec le milieu des affaires, entre autres le gala de la Chambre de commerce, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le maire. Ça a été instauré il y a maintenant quelques années et on est la seule ville à avoir réfléchi et à avoir introduit à l'intérieur d'un gala de Chambre de commerce une façon de récompenser les efforts qui sont faits par nos entrepreneurs. Et ça a vraiment donné des résultats incroyables parce que ça fait boule de neige, tout ça. On voit de plus en plus de commerces qui s'aménagent et qui améliorent le cadre bâti de leur... Comment Dupont s'est amélioré, le centre-ville, les parcs industriels, c'est incroyable. Absolument, Monsieur le maire, et ça, c'est vraiment formidable. On a touché la fierté. On a touché la fierté des gens, la fibre, je dirais. Là. Les gens s'investissent. Alors, on a accompagné nos citoyens pour la mise en place, entre autres, de jardins communautaires, des vergers collectifs, entre autres le Jardin Mistouk. Je vois M. Tremblay ici dans la salle, avec qui on a travaillé en très proche collaboration, qui ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi. Ça vient de la population.
On s'est prémuni d'une politique de développement durable et à l'intérieur, on a introduit plusieurs actions écologiques en lien avec tous nos services municipaux et on y a ajouté un plan d'action. On a repensé nos façons de faire, exemple. On a développé de nouvelles approches avec les travaux publics, entre autres, où on réduit maintenant les chaussées afin de sécuriser les piétons dans leurs déplacements en installant des pistes multifonctionnelles. De la gare et Notre-Dame est un excellent exemple. Et ça nous permet aussi de faire des gains environnementaux importants avec la plantation d'arbres, la mise en place d'espaces verts et qui a pour conséquence, bien sûr, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'augmenter la biodiversité, de séquestrer le carbone, je dis bien, et en plus de réduire le bruit et d'atténuer les îlots de chaleur. Et là, vous me permettrez, et ça, simplement pour terminer là-dessus, c'est que ça a des impacts économiques, environnementaux et communautaires. Et là-dessus, bien, j'ai des remerciements à faire, parce qu'il y a eu la participation de tellement de gens, tout le personnel des travaux publics, de l'urbanisme et du service des loisirs, pour leur ouverture au changement, parce que c'est pas évident quand on est habitué de travailler d'une certaine manière et que l'on arrive avec des manières différentes d'introduire ça à l'intérieur d'une organisation. Particulièrement Mme Véronique Gay, qui est notre aménagiste en chef, et son équipe, Geneviève Pilote, Hélène Marchand et Jules de la Chance, notre coordonnateur, le comité d'embellissement, tous les bénévoles qui sont passés au fil des années, M. Denis Verrette, qui est directeur du département d'urbanisme, son engagement exceptionnel durant toutes ces années, parce que c'est tout du bénévolat. Hein. Toutes les réunions se font après les heures de travail et on y va d'une façon volontaire. Mme Karine Morel, directrice des travaux publics, sa précieuse contribution et son ouverture. Un petit coup de chapeau, M. le maire, et ça, vous allez vous en rappeler, à M. Nicole Minier, qui a initié, il y a 25 ans, ce comité d'embellissement qui, aujourd'hui, reçoit 5 fleurons. Et Nicole était à l'embauche de Ville-d'Alma, à l'hygiène du milieu, à ce moment-là. Avec M. Jean-Yves Lessard, exactement. Et je veux évidemment remercier la population pour sa complicité. Quand je dis la population, ça englobe tout le monde, sa complicité et sa collaboration. Pour nous permettre de pouvoir produire une si belle municipalité. Et je vais terminer en vous disant qu'Alma se positionne comme la première et la seule ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean à recevoir 5 fleurons. On peut être fiers. Elle se démarque à l'intérieur d'un cercle fermé de villes québécoises. Nous sommes 8 sur 355, dont l'embellissement horticole se veut spectaculaire dans la totalité des domaines analysés par le jury des fleurons du Québec. C'est l'atteinte de l'étape ultime. Les commentaires du jury ont été vraiment exceptionnels et je cite, « La Ville d'Alma ne cesse de se réinventer. Elle est à l'écoute de ses citoyens en intégrant différentes initiatives en lien avec l'environnement et l'embellissement et en introduisant un plan de développement durable qui démontre bien ses intentions. Un coup de cœur a été octroyé à la Ville pour son centre-ville. Beaucoup de municipalités présentent un centre-ville déserté car les commerces sont déménagés et le dynamisme s'éteint. Le centre-ville d'Alma est tout le contraire. Grâce aux différents aménagements faits dans les îlots, voies publiques et stationnements, l'endroit est vivant et agréable. Félicitations à la municipalité pour cette initiative. Et je terminerai en disant « Alma embellit son milieu de vie et contribue au bien-être de ses citoyens. » Merci, Mme Beaumont. Il y a aussi une autre personne qui a pris la relève, M. Larouche, et puis il y a un petit dessert à nous amener. Là, j'essaie de trouver ce que je peux rajouter après tout ça. Là. C'est quasiment tout monté ce que je m'étais préparé. Bien, déjà là, on peut parler de ce que vous avez comme plaque aussi. Oui, en deuxième point, je vais peut-être compléter par peut-être les petits côtés techniques là, que les gens sont peut-être pas au courant. Donc, parmi les 8 villes dans lesquelles on fait partie, donc il y a Mont-Tremblant, il y a Granby, il y a Sainte-Julie, il y a Saint-Bruno-de-Montarville, il y a Piémont, Rosemère et Sainte-Pétronille. Donc, c'est vraiment les 8 villes, incluant Alma, qui sont récipiendaires, dans le fond, de cette mention d'excellence-là d'embellissement. Et les Fleurons du Québec, justement, eux, là, ils associent ça, ce 5e fleuron-là, à une mention exceptionnelle. Donc, l'embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines. Et les domaines, c'est dans le fond pour tout ce qui est des entités municipales, donc entrée de la ville, les parcs, les espaces verts, l'hôtel de ville, voies publiques et stationnement. Pour les domaines institutionnels, donc les écoles, les lieux de culte et les édifices gouvernementaux. Le domaine résidentiel, dont tous les résidents de Ville-d'Alma qui mettent vraiment la main à la pâte pour entretenir et pour aménager leur cours de leur résidence. Et ensuite de ça, bien, les initiatives communautaires et de développement durable, dont les Jardins Mistouk sont présents ici avec M. Tremblay. Donc, nous avons reçu la plaque ici là, pour... dans le fond, vous avez été finaliste là, en 2018 pour le meilleur projet en agriculture urbaine pour les villes de 5 000 habitants et plus. Oui. Donc, on voudrait vous le remettre si vous voulez venir le récupérer, M. Tremblay.
M. Tremblay, c'est fièrement mérité. Fièrement mérité. Très fier d'avoir ça dans mon district électoral en plus. Alors voilà, c'est l'exercice que nous avons fait, M. Larouche et moi, jeudi passé, malgré les tempêtes, on a bravé tous les intempéries pour aller chercher ces preuves-là, puis étaient importantes pour nous. Ça s'est passé à Drummondville. Il y avait passablement de personnes dans la salle, c'était plein. Ça a été un peu une activité longue, mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Il faut prendre le temps, puis bien sûr, 5 fleurons, ils les gardaient pour la fin. On était les desserts. Alors, il a fallu se rendre au dessert, effectivement. tout ça pour dire... Mais on a passé au travers, puis on est revenu, M. Larouche. Oui. Alors, bravo. Puis, M. Larouche, bien, maintenant, c'est lui qui préside le comité d'embellissement. La marche est haute après la présidence de Mme Beaumont. Je vais suis essayer certain d'assurer. que vous allez continuer dans le même sens. Je vous ai vu aller. On a discuté beaucoup dans le parc, entre autres, sur l'autoroute. Alors, je suis convaincu à 200 %. Alors, bravo à tout le monde. Moi, je suis très fier de ça. Puis, effectivement, le mot à retenir pour moi, c'est persévérance. Parce qu'à un moment donné, on aurait pu dire, ben là, on a fait ce qu'il y avait à faire, on va arrêter à 4, puis on fera d'autres choses. Mais non, on a frappé n'importe, puis go. Ça a fonctionné. Il a fallu prendre le temps. Il a fallu prendre le temps pour le faire. Faut que ça pousse. Oui, on a cultivé, il a fallu que ça pousse. Effectivement, il faut attendre. Ceci étant dit, on est rendu au point D, qui sont des félicitations. Encore là, c'est exceptionnel, ça, concernant le gîte au Pignon, M. Larouche. Oui, donc le gîte des Pignons là, qui est situé sur la rue des Pignons, dans le fond, adjacent au rang Saint-Michel, dans Delisle. Donc, il a été sacré meilleur gîte convivial au Canada par l'organisme qui vient de l'Angleterre, Travel and Hospitality, qui a pour but de proposer les meilleurs endroits sur les 5 continents aux touristes du monde entier. Donc, Mme Louisielle Turcotte et M. Langis Bouchard, qui sont les propriétaires du gîte, dans le fond, ils ont transformé leur maison en gîte, là, après que leurs enfants aient fini leurs études. Donc, c'est vraiment situé sur les rives de la rivière Grande Décharge. Et puis, c'est vraiment une magnifique maison de style canadien décorée de 14 lucarnes. Donc, je ne sais pas si vous pourrez aller voir peut-être chez vous là, la maison, peut-être même que vous l'avez déjà vue sur place. Donc, je tiens à féliciter, dans le fond, les deux propriétaires qui ont reçu le prix. Ils ne se sont pas inscrits à rien, ils ont vraiment reçu une mention venue de nulle part, là, devenue de l'organisme Travel and Hospitality. J'ajouterais, M. Larouche, qu'effectivement, c'est un secteur qui est vraiment exceptionnel. Ceux qui naviguent de temps en temps sur le bateau La Tournée, vous la voyez très bien du côté droit en allant sur le lac. Coucher de soleil, la hauteur où c'est, cette maison-là. Puis, je pense qu'il doit y avoir 14 lucarnes, 7 d'un côté, 7 de l'autre. Ouais. C'est énorme comme maison, puis ce qu'on en a vu comme photo, exceptionnel. Alors, c'est chez nous. Les touristes viennent louer ce coin de pays-là. Puis, on voit le paysage que nous avons chez nous, que tout le monde aime. Et les touristes, quand ils repartent, ils repartent avec des photos. Ils sont très heureux du séjour. On a de plus en plus de reconnaissance. Comme ça, c'est exceptionnel aussi. Hein? Merci, M. Larouche. On est rendu au point E, qui est la féerie de l'île. Toujours, M. Larouche. T'es sûr qu'il ne faut pas que tu sortes, là? Ouais, reste un peu. Donc ça, c'est pour inviter la population là, à joindre aux activités qui vont avoir lieu dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie du 30 novembre au 2 décembre prochain, donc en fin de semaine. Est-ce que c'est en fin de semaine? Je crois que oui. La semaine d'après, dans le fond, oui. Donc, dans 2 semaines, dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, il va y avoir les féeries de l'île, qui est pas mal connu par la population, je crois. Oui. Donc, peut-être juste pour faire une petite description là, des activités qu'il va y avoir. Donc, le vendredi 30 novembre, il va y avoir un patinage au clair de lune à 19h30. Ça sera au centre sportif Mistouk de Saint-Cœur-de-Marie. Ensuite de ça, le samedi 1er décembre, il va y avoir la traditionnelle parade du Père Noël qui, depuis maintenant, je crois, 2 ans, est maintenant le soir, donc à 17h30 dans les rues de Saint-Cœur-de-Marie. Vous pourrez probablement trouver là, le tracé là, sur leur page Facebook des Féeries de l'île. Ensuite de ça, il va y avoir les feux d'artifice à 18h45 dans le stationnement du centre sportif Mistouk, pour ensuite se diriger à l'intérieur du gymnase de l'école Jean-Gaultier là, pour la distribution de cadeaux aux enfants là, dès 19h. Donc, ça va être pour la journée du samedi. Et puis, le dimanche 2 décembre, pour nouveauté cette année, il y a une célébration des familles à l'église de Saint-Cœur-de-Marie dès 8h30, suivi du brunch des fermières à 9h30 au centre communautaire. Donc, j'invite la population à joindre à moi parce que c'est sûr que j'y serai. Puis, j'invite M. le maire aussi à venir avec moi parader. Là, j'ai pu vous entendre tantôt lorsque j'étais sorti, là, que vous alliez venir. Donc, Oui. Dans le pick-up. Oui, dans le pick-up. Oui. Il n'y a pas trop de shooters. Moi, c'est tolérance zéro, donc... Ah, parfait. Je suis trop jeune. C'est un jeune homme quand même, discipliné.
Fait que c'est beau, merci. D'autres choses, M. Larouche, ça va? C'était peut-être un autre sujet, là, c'était pas à propos des ferries de l'île, là, mais dans le fond, il y a eu un changement là, de vitesse là, pour le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Donc, je ne sais pas si je suis autorisé à... vous vouliez en parler ou... Je vais en parler dans le comité des travaux publics, mais si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, mais ça, dans le fond, on a juste une confirmation là, de la part du ministère des Transports du Québec que, dans le fond, il y a une zone là, à partir de la fin du village de Saint-Cœur-de-Marie, du quartier de Saint-Cœur-de-Marie, en direction Saint-Henri, qui va passer de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h. Donc là, je peux pas dire la distance précise. Je sais pas si tu pourras... je sais pas si tu la sais, mais en tout cas, il y a une distance qui va être vraiment réduite de 20 km/h. Okay. En fait, la distance, elle a été prolongée, mais on n'a pas la distance on n'a pas la distance réelle, là, mais la distance a été prolongée là, pour permettre une diminution de la vitesse. Puis certains donc, il va y avoir une signalisation aussi qui va être affichée cette semaine, là, temporaire. Donc, les gens vont être avisés là, de cette nouveauté-là. Puis certains citoyens peuvent peut-être se demander, là, pour ce qui est du côté Est, donc le côté de la marina. Présentement, c'est à l'étude là, du côté du ministère des Transports. Là, puis comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui sur les médias sociaux, là, c'est pas la ville, on n'a pas, dans le fond, on n'a pas juridiction sur cette route-là. Donc nous, on peut seulement faire des recommandations puis apporter des résolutions, mais la dernière décision revient toujours au ministère des Transports. Donc c'est peut-être juste pour spécifier. Souvent, les gens peuvent mêler là, le côté provincial et municipal de la chose. Donc la 169, c'est vraiment de juridiction provinciale. Et puis là, c'est à l'étude du côté Est, dans le fond, du quartier Saint-Cœur-de-Marie, là, pour la réduction de vitesse. J'ai le goût de dire, comme on a dit tout à l'heure, pour les 5 fleurons, persévérance et patience sur le clou, parce qu'à force de le demander, on va finir par nous l'accorder. On le fait sur l'autre bord, là. Oui, exactement. Là, on va essayer encore pour le côté de la marina, avec les jardins là, qui viennent de monter encore en popularité. Ça fait du trafic, puis il faut faire attention avant qu'il arrive des catastrophes, ça c'est certain. Le nouveau restaurant de la Marina qui va ouvrir là, tout prochainement, donc ça s'anime de plus en plus à Saint-Cœur-de-Marie. Ça a toujours été animé. Ouais. On y allait souvent dans ma jeunesse. Je ne compterai pas tout, là. Chez Black? Vous étiez jeune. J'étais peut-être même pas né. Je nomme pas de nom. Je nomme pas de nom. OK, vous avez terminé, M. Larouche? C'est terminé. Fio, j'ai chaud. Le point F, qui sont des félicitations concernant la fondation de l'Hôtel-Dieu, Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, j'ai eu le plaisir d'assister la semaine dernière en compagnie de mes collègues du Conseil de ville, Mme Villeneuve et M. Fradette, à la 35e anniversaire de la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. Donc, c'était une soirée qui était organisée par le conseil d'administration afin de remercier les donateurs tout au long de ces 35 ans. Et c'était une soirée vraiment extrêmement chaleureuse. Ça se passait à la boîte à Bleuet. Alors, une soirée chaleureuse, amicale et remplie d'émotions, je vous dirais. C'est la première fois, moi, que je voyais ça, une fondation qui remerciait ses donateurs. Et je pense que ça méritait vraiment que ce soit souligné. D'ailleurs, c'est la plaque que nous avons reçue, Ville d'Alma. Il y avait évidemment présence de nombreux partenaires et bénévoles là, tout au long de cette soirée-là, des gens du milieu des affaires, différents organismes, du milieu politique, mais aussi institutionnels et des bénévoles, monsieur, madame, tout le monde. En 35 ans, il est passé 10 000 donateurs à la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour un montant de 9 100 000 qui a été ramassé, dont plus de 7,2 millions ont été remis sous forme d'équipement auprès de l'hôpital, du CLSC, des CHSLD de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et les faits saillants de cette soirée-là, ça vaut la peine peut-être qu'on les précise. On a eu l'historique qui a été fait par M. Jean-Claude Lindsay et puis M. Jean Morancy qui expliquait comment la Fondation avait pris naissance parce qu'à l'époque, il y a 35 ans, ce n'était pas connu des fondations. Hein. Ça ne faisait pas partie de notre ADN québécois, ça, une fondation. Alors donc, ça a été un travail de toute haleine et c'était extrêmement intéressant ce qu'ils nous ont raconté. Et ce soir-là, on a profité des tout-petits. Les enfants jouaient le rôle d'hôtes et d'hôtesses pour remettre les plaques. Et ce sont des enfants qui avaient reçu des soins du département de pédiatrie de la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Et c'était vraiment très beau à voir parce que c'est des enfants qui maintenant étaient redevenus en santé grâce aux soins qu'ils avaient reçus. Et je peux dire que quand le docteur Danny Harvey montait sur la scène, c'était comme le super-héros, hein, parce qu'ils sont tous jetés dans ses bras. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et Dr Harvey, d'ailleurs, nous précisait que la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Alma est extrêmement bien cotée au Québec. Hein?
Elle arrive deuxième après celle de Sainte-Justine, alors c'est pas rien. Et une autre précision aussi que M. Danny Côté faisait, nous disait que tout l'argent qui est récolté, parce que les gens souvent se demandent, bon, il y a beaucoup d'activités de financement qui sont faites par la Fondation de l'Hôtel-Dieu, puis maintenant avec la centralisation des services et tout, on se demandait où allait l'argent. Bien, on n'a pas à s'inquiéter parce que toutes les sommes qui sont récoltées sont vraiment réinvesties à l'intérieur de la Fondation de l'Hôtel-Dieu et servent pour équiper le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, Ville d'Alma a été nommé ce soir-là donateur d'exception et a versé depuis ce temps 1,5 million à sa fondation. Alors, je tenais évidemment à féliciter au nom du Conseil le Conseil d'administration de la Fondation, sa présidente, Mme Claudette Bouchard, ainsi que le directeur général, M. Jean Lamoureux et son équipe à la permanence, et féliciter et remercier bien sûr tous les donateurs, sans exception, là, qui ont contribué à faire que notre Fondation en est une qui fonctionne vraiment extrêmement bien. On a vu un milieu qui est tissé serré, ça me fait penser aux Jeux du Québec, M. le maire. Tout le monde ensemble pour vers un même objectif. C'est vraiment très beau à voir. Bien sûr que c'est une nécessité, je peux en témoigner. Oui, c'est ainsi. absolument. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble du Conseil de m'aider dans la représentation parce que j'ai eu à prendre une petite pause. Comme on dit souvent, un homme ordinaire n'aurait jamais passé au travers, mais moi, j'ai réussi quand même à passer au travers. Mais est-ce que j'ai eu besoin d'une pause quelque peu? Vous m'avez aidé beaucoup en représentation. Et puis, cette fois-là, c'était vous qui étiez en charge de me représenter. De ce temps-ci, c'est Mme Fortin, qui est maire suppléante, qui va m'aider dans la représentation aussi, parce que je vais devoir en sauter quelques-unes. Mais dans l'ensemble, j'essaye de faire le maximum. Comme quand on est allé à Drummondville, c'était quand même... il y avait quand même de la neige dans le parc. Ceci étant dit, on va aller directement au point G, sans faire de jeu de mots. Marché de Noël, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc c'est... Excusez, c'est une joke de mon nom. Excusez-moi. Ça me fait plaisir de... Non, mais vous avez le point G, allez-y. Là, vous sortez l'enseignant de biologie en moi, là. Oui, c'est ça, vous êtes enseignant. Vous voulez qu'on en jase? Avant de faire le point G, Monsieur le maire, je vais quand même j'aimerais appuyer la résolution de félicitations là, de Mme Beaumont, donc étant présent justement à ce 5 à 7-là. Donc, ça me fait plaisir d'appuyer cette belle résolution de Mme Beaumont. J'ai répondu favorablement à l'invitation de mon confrère de travail en fin de semaine, donc pour aller au marché de Noël qui se passait à Saint-Cœur-de-Marie. C'était la première édition, donc l'AFEAS de Saint-Cœur-de-Marie, et dont la présidente est Mme Gisèle Langevin, je pense une femme que vous connaissez très bien, M. Larouche. Et tout ça pour... C'est sa mère. Ma mamie. Tout ça pour sa grand-mère, c'est vrai, pas sa mère, sa grand-mère. Et pour parler avec Mme Langevin, écoutez, là, j'ai fait le tour de toutes les tables et c'était vraiment des exposants de qualité. Donc, vraiment un beau marché. Puis, en écoutant Mme Langevin, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, on voit des marchés de Noël un petit peu partout qui poussent. Puis, elle dit, nous, on a décidé qu'on voulait s'en faire un. Puis là, elle dit, je pense qu'on a bien réussi. Bien, je dis, Mme Langevin, vous avez vraiment bien réussi pour en avoir vu d'autres, là, des marchés de Noël. Donc, ce serait pour féliciter Mme Langevin et toute son équipe de bénévoles qui ont contribué à ce marché de Noël pour le quartier de Saint-Cœur-de-Marie, qui était à la salle communautaire. Alors, des félicitations proposées et appuyées. Je vais l'appuyer. Ah oui, M. Larouche va appuyer. Évidemment. Évidemment. Oui. Puis, si vous me le permettez, M. le maire, j'ajouterai un petit point qu'on a oublié, qu'il ne faudrait pas oublier, puis que je suis convaincu que vous allez continuer mon discours là-dessus. On est parce d'accord? Que Oui, on est d'accord. Vous allez être d'accord parce que c'est un point qui vous a... C'est en dehors de... Oui, c'est ça, mais c'est important. L'acceptation de l'ordre du jour. C'est justement pour le jour du souvenir. Donc, qu'on a oublié de le mettre à l'ordre du jour. Et c'est une cérémonie qui était très importante. En plus, cette année, qui était le 100e anniversaire de l'armistice. Et on sait que c'est notre deuxième escadre de cadets, donc d'Alma, qui était là. Et aussi la Légion royale canadienne 276. Une célébration qui était vraiment, vraiment bien, qui était une belle célébration. Et aussi, nous, on a M. Marc Moffat et Mme Audrey-Claude Gaudreau, donc qui organisaient ça justement encore une fois, vraiment de main de maître. Et encore une fois, la température nous rappelait que ça ne devait pas être très, très, très joyeux et ça devait être très difficile justement dans les temps si on se recule il y a 100 ans.
Donc, je vous laisse compléter, Monsieur le maire, On a cette... souvent dit que le coquelicot poussait à travers la neige. Alors, on a fait des tests. Ouais. Mais il ne faut pas oublier non plus la deuxième escadre de Bagotville qui nous accompagne à chaque année. Mais là, tu as parlé des cadets, nos cadets ici Et locaux. j'ai parlé de la Légion royale canadienne, Ouais. 276, Oui, et je vous avais dit que vous alliez compléter. Ouais, et ben, en complément, tout simplement, moi, l'idée, c'est que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a décidé de ramener la cérémonie, tout simplement, comme j'ai souvent dit, puis je le répète à chaque année, nos soldats, ce sont des gens volontaires qui font une carrière, qui décident eux-mêmes de faire la carrière au niveau de la défense nationale, mais qui vont au combat ou en mission par des civils. Puis ça, on l'oublie souvent. C'est les gouvernements civils qui décident pour toutes sortes de raisons, défendre notre démocratie, défendre contre le terrorisme, peu importe, qu'on envoie ces gens-là en mission. Beaucoup reviennent blessés. On en avait d'Alma, d'ailleurs, dernièrement, la guerre en Afghanistan. Des soldats blessés qui sont revenus, mais qui sont marqués pour la vie. Sur la stèle qu'il y a à Riverbend, il y a des soldats d'Alma qui sont inscrits décédés dans des guerres dernières, là, des guerres contemporaines, là, pas 14-18 puis 39-45. Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, c'est important, je pense, qu'on le souligne. C'est important qu'on dise à ces gens-là que, comme société, on les soutient lorsqu'ils reviennent, parce qu'effectivement, lorsqu'ils vont dans ces missions-là, ils sont témoins d'horreurs qui sont difficilement oubliables. C'est des gens qui ont ça en mémoire longtemps. Je pense que c'est important qu'on lui donne une petite tape dans le dos. Lorsqu'on reconnaît le coquelicot comme tel, ça fait partie de ça. Nous les avons reçus par la suite au Centre d'excellence des drones à l'aéroport d'Alma. On a été applaudis, ils étaient très heureux de la cérémonie et surtout du lunch qu'on a eu par la suite avec tous ces gens-là pour les remercier. Et puis, je pense qu'on devra continuer de le faire. C'est juste une fois par année, en espérant qu'on ait une météo à un moment donné un peu plus raisonnable, parce que c'était dur pour les oreilles. M. Larouche faisait froid. Mais je suis fier, et on avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de représentations. Au-dessus de 300 personnes étaient autour de cette stèle-là. C'est très cérémonial et puis ça représente bien ce qu'on pense de ce que nous faisons en démocratie, ce que nous demandons à ces jeunes-là, parce que souvent, c'est des jeunes personnes. Puis nous demandons d'aller en mission. Ce sont nous, les civils, décideurs élus, qui demandons à ces gens-là de faire des missions pour lesquelles ils vont, puis ils vont d'une base volontaire. Alors, c'était ça, la conclusion que je voulais faire. Merci d'en avoir parlé. Honnêtement, je n'avais pas pensé l'écrire et l'inscrire. On serait rendu au point 24, qui est le rapport des comités et du maire. Il y en a juste un qui va être fait, celui concernant les travaux publics. Et c'est Mme Beaumont qui en est responsable. Ça va être très court, ça va être un demi-rapport parce que M. Olivier a commencé. Oui, bien là, vous avez ouvert la machine. Et voilà. Donc, alors, c'est ça. Alors, on a invité la population pour ce changement de vitesse. C'est bien. C'est simplement un rappel concernant le fait que le règlement s'applique depuis le 1er novembre là, pour ce qui est de le stationnement dans les rues durant l'hiver. Alors, donc, à compter du 1er novembre jusqu'au 30 avril prochain, les gens ne peuvent pas stationner dans les rues après minuit. Donc, c'est un rappel, hein, parce que si on a à faire du déneigement, évidemment, il faut que les rues soient dégagées et on risque d'avoir une contravention sinon. Et du même coup, aussi rappeler aux gens que durant l'hiver, il serait mieux et même serait même important de laisser les bacs et les poubelles à l'intérieur de la cour et non pas les mettre dans la rue parce que, évidemment, là, pour le déneigement, encore une fois, ça peut ou bien briser vos équipements ou bien briser les nôtres. Avec alors, les charrues, c'est dur pour un bac, je vais vous dire ça. C'est dur pour un bac, exactement. Essayez pas ça, protégez votre bac. Oui, on vous invite à être attentif là-dessus, tout simplement. C'est beau, Mme Beaumont? Oui, c'est complet, M. le maire. Il faut dire une chose, essayons le moins possible de tempête les fins de semaine. Bien, on va essayer, mais on n'a pas grand contrôle là-dessus, je vous dirais. Pas encore. Ceci étant dit, on aurait terminé en ce qui concerne l'ordre du jour. Maintenant, on est rendu à la période de questions. Je tiens à vous remercier d'ailleurs de votre patience, tout le temps que vous avez attendu la réunion pour venir nous adresser la parole. Je suis convaincu qu'il y a quelques personnes dans la salle qui vont venir nous adresser la parole. Alors, la parole est à vous au micro. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît, pour notre procès-verbal. Oui, bonjour. Mon nom est Véronique Côté. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Donc, chers membres du conseil municipal, résidente et résident de la ville d'Alma, journaliste. J'aurais une question. Oui. En partant, est-ce que vous êtes tous résidents d'Alma? Je dirais que oui. Parfait.
Et représentant des médias. Je suis ici à titre de mère de 2 jeunes filles et comme plusieurs Almatoises et Almatois, je suis inquiète. Vous êtes probablement au courant que depuis plusieurs semaines, des citoyennes et des citoyens de partout au Québec rencontrent leurs conseils municipaux pour demander d'endosser la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, la DUC. Déjà plus de 150 municipalités appuient la déclaration et des milliers de personnes, déjà plus de 200 000, ont signé le pacte pour la transition. À titre de citoyennes et citoyens d'Alma, nous aimerions connaître l'opinion de nos élus sur ce texte inspiré de la version originale de la DUC, laquelle sera remise au greffier en complément de présentation. Est-ce qu'on la remet immédiatement? Ce que je vais présenter est une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Ce sont des extraits du texte original adaptés et modifiés pour la présentation. Ce sera suivi par des questions. Oui, parce que c'est important que la mise en situation ne soit pas trop longue parce que c'est définitivement une période de questions. Oui. Et je vous laisse expliquer le pourquoi vous êtes là. C'est correct, mais pas trop, étirez pas trop. Allez aux questions le plus rapidement possible. Oui. L'augmentation grandissante des gaz à effet de serre a amené les scientifiques à confirmer que nous sommes en crise climatique. Notre société se dirige à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible, qui menace la civilisation et la vie sur Terre. Considérant que les actions inadaptées des acteurs politiques des gouvernements en place sont insuffisantes pour contrer le phénomène, nous estimons que notre municipalité, par l'entremise de nos élus, peut et doit mettre l'épaule à la roue puisqu'il y a péril en la demeure. Face aux risques qu'encourent les générations futures, cette crise climatique est maintenant un enjeu qui menace plusieurs aspects de notre vie quotidienne. Voici quelques faits qui ont des impacts directs sur nos vies, illustrés par des exemples. Au niveau économique, notamment en agriculture, qui est très important dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu des chutes de revenus dues à la sécheresse estivale en 2018, des hausses de prix des assurances causées par les inondations à l'été 2017, en plus d'un ensemble de mauvaises conditions environnementales comme les printemps tardifs, les périodes de gel au sol trop longues, causant ainsi des retards sur la plantation des semis et gel en fin d'été pour les pommes de terre. Au niveau de la santé humaine, l'activité humaine influe sur le climat mondial et cause de graves répercussions pour la santé publique. Il y a eu en fait depuis un certain temps des migrations d'insectes responsables d'infections comme la maladie de Lyme, les canicules persistantes de l'été 2018 qui ont causé 60 morts uniquement dans la ville de Montréal. Au niveau environnemental, l'Association américaine pour l'avancement des sciences nous avertit d'un recul exceptionnellement rapide de la biodiversité au cours des dernières décennies. Entre autres, dans la région, il y a eu disparition progressive de plusieurs espèces d'oiseaux dans nos campagnes, entre autres l'hirondelle qu'on connaît bien. Il y a aussi diminution importante de populations d'insectes dont se nourrissent les oiseaux et les petits mammifères et qui sont d'autant plus indispensables aux pratiques horticoles durables. D'autre part, l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles et qu'il est trop tard pour une transition graduelle. Par conséquent, l'état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre. Voici ma première question. Face à la problématique résumée précédemment, reconnue par l'ONU et autres instances scientifiques, le Conseil municipal d'Alma reconnaît-il que la situation est suffisamment importante pour appuyer la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique? Je sais que vous ne pourrez pas répondre à toutes mes questions immédiatement.
Mais c'est moi qui oui. vais vous répondre, Oui? là, parce Ah, qu'au parfait. niveau du conseil, on va prendre ce que vous demandez, puis on devra étudier ça en conseil, parce que ce sont tous des élus qui représentent la population globale de la ville d'Alma, pas un groupe plus au détriment d'un autre. On va prendre connaissance de ça, mais ce que vous me dites depuis le début, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'en connais un bout, là. Oui. Moi, je siège à l'Union des municipalités. L'environnement, c'est à peu près à tous les sujets des réunions où on assiste. Il reste une chose, il y a des résolutions qui doivent être prises, mais il y a du vocabulaire qui doit être employé aussi. Il faut faire attention aux cas extrêmes lorsqu'on mentionne des mots, parce qu'une population, il n'y a pas un individu qui a une force morale égale à un autre. Il y en a que c'est facile d'accepter des termes durs, il y en a d'autres, c'est très difficile au niveau moral, qui par la suite peuvent rendre des gens malades. Alors, il faut faire attention à ça dans la manière qu'on explique les choses, mais je vous écoute et j'en suis très conscient. J'ai des choses que je vais vous dire en réponse après vos questions. Parfait. Donc, dans le cadre de nos démarches visant à solliciter l'appui de nos élus pour la reconnaissance de la gravité de la situation actuelle, nous avons élaboré des propositions de travail et certaines demandes spécifiques pour faciliter la transition. Dans les circonstances, nous invitons nos élus à définir et mettre en œuvre un plan d'action de descente énergétique, un PAD, propre à la ville d'Alma, pour en faire un lieu de vie où la dépendance aux énergies fossiles est minimale et la résilience maximale. Dans un premier temps, les 3 chantiers qui nous semblent prioritaires sont ceux de l'alimentation, du transport et de la participation citoyenne. Une autre action souhaitable consisterait à inscrire la municipalité au marché volontaire de la Bourse du carbone. Pour le premier secteur, le secteur agroalimentaire, on sait que l'industrie agroalimentaire est l'une des plus importantes sources de production des gaz à effet de serre. Une voie de solution souvent privilégiée est la relocalisation à proximité de la production et de la transformation des aliments. Dans la plupart des régions du Québec, toutes sortes d'initiatives sont mises en œuvre ou à l'étude. Dans notre région, le CIUS et le MAPAC se font les promoteurs d'une approche baptisée Système alimentaire boréal durable. Les MRC Domaine du Roi et Maria Chapdelaine sont en train d'en planifier la mise en place. Par ailleurs, Saguenay veut être un leader en agriculture urbaine. Ma question, Ville d'Alma pourrait-elle exercer un leadership pour que le Lac-Saint-Jean-Est se joigne à ce mouvement pour maximiser la production, la transformation et la distribution directe, peut-être par exemple par des marchés de proximité, dans une perspective de retombées locales, de développement durable et d'inclusion sociale. Au niveau du transport, le secteur général des transports est reconnu comme la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Une profonde transition s'impose et les régions à plus faible concentration de population font face à des défis tels que la compétitivité, l'attractivité, la rétention et l'occupation du territoire. À cet égard, l'une des meilleures initiatives prises par Ville d'Alma en matière de développement durable est le service Taxibus. Il semble cependant que l'entreprise soit devenue victime de son succès, puisqu'à certaines heures, les voitures sont bondées et les détours s'allongent inutilement. Voici ma question. À très court terme, ce service pourrait-il être revu et amélioré afin que le nombre d'usagers et l'achalandage puissent continuer d'augmenter? Par ailleurs, serait-il possible d'exiger que les voitures utilisées soient propulsées par des systèmes hybrides ou électriques? Donc, voilà. Y en a-t-il d'autres des questions, là? Il me reste une dernière question. S'il vous plaît. La participation citoyenne. Dans le concept de développement durable, l'aspect social est aussi important que les deux autres, soit l'aspect économique et environnemental. La participation et l'engagement citoyen sont des conditions indispensables à toute démarche authentique de développement durable. En plus des consultations occasionnelles, Ville d'Alma devrait mettre en œuvre d'autres mécanismes de participation citoyenne et de démocratie participative.
Mon avant-dernière question. Pendant sa réflexion sur les mécanismes de participation citoyenne, la Ville d'Alma pourrait-elle intégrer des membres citoyens à son comité de développement durable? Et finalement, au niveau de la bourse du carbone ou ville carboneutre, selon nos recherches informelles, plusieurs municipalités du Québec sont en voie de s'engager dans des programmes de réduction des gaz à effet de serre au moyen d'outils tels que Ma municipalité efficace et Communauté durable. À titre d'exemple, certaines municipalités choisissent de s'inscrire au marché volontaire du carbone ou d'homologuer certaines de leurs activités en devenant carboneutres. Ou encore, organisent des activités zéro déchet. Le gouvernement du Québec pourrait, semble-t-il, reconfirmer son appui à certains projets destinés aux municipalités. Nous savons que la Ville d'Alma a un plan stratégique de développement durable. Nous ne savons pourtant, par contre, pas son état d'avancement. Ma question est, est-ce que le conseil municipal peut confirmer son engagement à devenir une communauté durable visant un bilan énergétique carboneutre, notamment en s'inscrivant dans le marché volontaire de la bourse du carbone? Bien entendu, nous comprenons que les réponses à ces questions ne pourront pas être formulées ce soir, mais nous aimerions avoir une idée du moment où nous pourrions avoir un suivi sur nos interrogations. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Madame. Vous êtes convaincus? Passionné. Fait qu'il va nous en rester à convaincre 29 850 personnes, à peu près. 31 000 quelque chose. Non, écoutez, je vais vous donner des réponses, mais votre liste d'épicerie là, pourrait facilement prendre 2 puis peut-être 3 mandats. Je ne sais même pas si je vais être là pour la fin, mais c'est pas grave, ça. Ceci étant dit, l'environnement, je peux vous dire une chose. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de questions avec un laïus en plus que je n'étais pas obligé d'accepter. Mais je comprends très bien qu'il fallait qu'on comprenne, surtout au niveau de la télévision, des gens qui nous écoutent, le sujet lequel vous parlez, mais que je suis très au parfum de ça, parce qu'étant donné justement que l'ensemble des municipalités au Québec savent très bien ce qui se passe avec l'environnement, savent très bien qu'il y a des choses qui devront être faites, mais savent très bien qu'il va y avoir des coûts à ça. Moi, à chaque fois que j'ai entendu des questionnements, là, je voyais des signes de dollars aussi à mettre. Sommes-nous prêts à augmenter nos taxes pour aller dans certains secteurs? Parce que là, vous me parlez de taxibus. Changez juste les voitures de taxibus. Vous avez une idée de ce que ça coûte, des voitures hybrides. Alors, il faut embarquer la facture sur le dos de quelqu'un. Puis le dos de quelqu'un, on est en démocratie, c'est électif. Qui va se mettre la tête sur la bûche pour se faire réélire par la suite sur une dépense ou un investissement? Ça dépend comment vous le voyez. Hein? Ça peut être une dépense pour certains dans la population, un investissement pour d'autres. Je suis certain que pour vous, c'est un investissement. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Un investissement pour certains, ça ressemble à être votre cas, une dépense pour d'autres. Nous, on a à représenter l'ensemble du public et aussi l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de l'économie qui fait tourner notre région. Puis Dieu sait qu'on vient de sortir là, d'un colloque de ressources humaines pour trouver du personnel, pour faire tourner nos entreprises qui ferment leurs portes parce qu'il n'y a pas de monde dedans. Ça, c'est un dossier qui est grave pour les entrées d'argent pour la Ville, pour être capable de fournir les demandes que vous en faites. Alors, il y a toute une démarche derrière ça, il y a toutes des étapes à donner, puis il y a surtout une acceptation, même si ce n'est pas majoritaire, c'est-à-dire si ce n'est pas unanime, tout au moins majoritaire par les gens autour de la table. Alors, quelque part, moi, j'ai pris quelques notes, là, parce qu'un exemple, je siège sur le comité forêt de l'Union des municipalités, où Greenpeace a tout fait pour fermer nos forêts ici, avec des avancées qui étaient complètement à l'encontre de la logique au niveau des biologistes. Et ça a été prouvé dans tous nos universités au Québec. De la jeune pousse d'arbres combat beaucoup plus efficacement le CO2 que des vieux arbres pleins de bébites dedans.
Mais ça, là, ça a été un combat de tous les jours pendant des mois avec les entreprises parce que l'entreprise passait pour la méchante. Alors, l'entreprise, il faut la fermer. Mais fermer l'entreprise, fermer la forêt, ici, c'est tout simplement fermer la région. Il y a encore 7000 emplois qui travaillent directement dans la forêt, plus des retraités qui ne finissent plus de ne pas mourir, alors qui dépensent leur chèque de fonds de pension parce que l'entreprise est en santé financière. Demain matin, tu les mets en faillite ou tu les fermes, c'est terminé. Il pourrait avoir un hécatombe assez hallucinant si on ne fait pas attention au développement durable. Quand on parle de développement durable, on parle de la société, on parle de l'économie, on parle de l'environnement, sauver les grenouilles. On est tous d'accord avec ça. Mais il y en a qui sont pas mal plus directs que ça. Il y en a... Madame, j'ai fait des blagues depuis le début de l'Assemblée, là. Vous pouvez être capable de prendre celle-là aussi. Hein? On a ri tout à l'heure, là. On a été ricaneux sur tous les sujets. On peut ricaner là-dessus aussi. Hein? Moi, du compost, là, j'en fais depuis 40 ans. Alors, je sais c'est quoi l'environnement. Mais par contre, il faut faire attention jusqu'où on va aller au détriment de d'autres qui n'iront pas non plus. Puis l'ensemble que vous me dites là, puis ce que j'ai vu dans les villes dans lesquelles vous mentionnez, je les connais tous. Puis on s'en parle tous. On est tous d'accord d'appuyer votre projet. Mais jusqu'à quel coût, puis quand est-ce qu'on va le faire? Puis quelle étape on va prendre? Alors, il va falloir regarder ça calmement, puis y aller tranquillement, pas vite, avec le mandat qu'on a à faire là, puis les autres qui vont venir, parce qu'il y a des dossiers là-dedans que ça va prendre plus qu'un mandat. Les gouvernements supérieurs, ils sont déjà mêlés là-dedans. Ils se contredisent. On a vu aller l'Ontario dernièrement, là. Le beau grand Canada se tire au fusil là-dessus. Alors, quelque part, là, on a du chemin à faire. Mais on est d'accord qu'il faut à tout prix qu'il se fasse des choses. On est tous d'accord avec ça. À quelle vitesse, jusqu'où on va, jusqu'où on endette une population, jusqu'où on leur demande d'augmenter leurs taxes, jusqu'où ça permet d'augmenter les loyers, parce qu'une taxe fait monter les loyers des gens. Et c'est tout l'effet domino que ça peut donner. Alors, il y a une équité puis il y a un équilibre à avoir dans le dossier, mais je prends bonne note de ce que vous amenez. On va devoir étudier ça puis le travailler. Puis effectivement, on a des gens qui sont autour de la table avec le dossier comme tel. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pondu avant que vous arriviez, depuis quelques années d'ailleurs. Fait que c'est un peu la réponse que j'ai à vous donner. On accepte ce que vous amenez ce soir. On regarde tout ce que vous nous demandez. On verra bien au fil du temps jusqu'où la Ville est prête à aller dans ces dossiers-là et qu'est-ce que ça va prendre comme argent. Puis on va faire quoi avec le budget? C'est aussi simple que ça. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter une petite précision à titre de présidente du comité de développement durable. Oui. Ça promet pour les discussions autour de la table, ça va être des beaux sujets de discussion. Oui, très beau sujet, effectivement. Puis je vous remercie beaucoup de vous impliquer dans notre ville. C'est très précieux, l'implication que vous faites ce soir, de venir nous voir. Puis oui, tout à fait, ça s'inscrit dans notre plan d'action de développement durable. J'ajouterais là-dessus que vous n'êtes pas les seuls à vous impliquer dans la ville. Là. Il y a les comités de citoyens à Riverbend, des comités de citoyens de Maligne, des comités de Il y en a plusieurs dans la salle. On a des comités de citoyens un peu partout dans la ville. Ce sont pas mal toutes là les gens impliqués là-dedans. Laissez-moi terminer, là, ce qui fait en sorte que le fameux jardin Mistook fait partie de cette espèce d'implication-là que la population fait. On l'a vu avec les Jeux du Québec, on l'a vu avec les Jeux du 150e. La population s'implique énormément pour sa ville. Oui, puis je voulais juste aussi continuer en disant que sur notre comité de développement durable, on a l'ensemble des directeurs de services à Ville-d'Alma qui sont hyper impliqués, qui comprennent très bien les concepts et chacun se sont donné des objectifs définis annuellement, des cibles, ils les atteignent. Puis je comprends qu'on est rendu là aussi, on se l'était nommé, de vous communiquer où on en est. Il se fait beaucoup de choses à Ville-d'Alma dans le sens du développement durable, d'améliorer notre efficience, mais en lien avec toutes les sphères du développement. On met l'humain au cœur de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font déjà par notre administration. Merci d'être là, puis on va vous communiquer les résultats. Il y a monsieur, un instant, s'il vous plaît, il y a M. Fradette qui a demandé... Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire. Donc, comme ma collègue pour ce qui est du développement durable, donc moi, vous savez que mon chapeau ici ce soir, c'est aussi celui du président de Taxibus. Véronique, bravo. Vraiment, là, je veux dire, vous n'avez pas pris votre plus vieille, vous en avez pris une bonne, elle a très bien fait ça. Tu as eu de bons enseignants. Donc,
ce que je voulais dire pour Taxibus, juste préciser, puis comme M. le maire dit là, qu'il y a toujours des... Oui, il y a l'utilisateur payeur à quelque part, ça c'est important d'en parler, et il y a le temps et il y a la facture. Quand on parle de Taxibus, tantôt on a fait justement notre regretté directeur général, M. Simard, qui nous a quittés. Écoutez, c'est quelque chose qu'il y avait dans ses cartons là, depuis plus d'une douzaine d'années. Et on voulait le travailler, sauf que la ville d'Alma ne pouvait pas avoir des autobus comme une ville comme Saguenay. Maintenant, juste le taxi, donc ça prenait un intermédiaire. Et à un moment donné, les gouvernements sont arrivés avec des subventions et c'est là où on a pu dire, il existe quelque chose qu'on pourrait créer. Et ensuite, ça fait déjà 5 ans, le Taxibus. Et oui, on a une belle promotion, puis on a une belle progression dans les utilisateurs. On est presque rendu à 3 personnes par transport qui vont embarquer à l'intérieur. Mais ça, encore une fois, on a upgradé, on a amélioré le système pendant les 5 ans. Là, on était heureux, le conseil de ville, de vous annoncer dernièrement que le samedi, dimanche, maintenant, il y avait du transport aussi. On a des tarifs aussi. On a rajouté des heures. On est allé aussi plus tard le jeudi soir, plus tard le vendredi soir. Et sachez que le comité donc, de Taxibus, qui est avec M. Olivier Larouche, qui est avec moi comme membre sur ce comité-là, on s'assoit, puis on écoute les gens. J'ai déjà eu justement quelqu'un dans mon quartier qui m'a envoyé une lettre justement pour me dire un peu que les heures devaient peut-être être ajustées. On a dépassé depuis longtemps les plus de 400 bornes dans la municipalité. On a déplacé des bornes. On est très, très, très à votre écoute. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que le propriétaire est rendu avec 12 taxis. Donc, aussi, dans la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît au Québec, c'est pas toujours évident d'avoir des gens pour conduire. Est-ce que tantôt, on devra dire, là, au lieu de 12 taxis, on s'enligne sur un autobus qui va faire un circuit? Donc, est-ce que les gens sont prêts à s'asseoir dans un autobus à 10, peut-être une minibus? Donc, c'est toutes des choses qu'on devra regarder. Mais soyez assurés, Mme Véronique, qu'on est très à l'écoute et qu'on ne veut que ça développer, mais toujours à un certain prix qu'on doit gérer parce que c'est l'argent des contribuables. Et compléter le dossier à M. Fredette, c'est que le taxibus, on charge le minimum aux utilisateurs, 270 000 par année que ça coûte à la ville pour le faire tourner. Si on rajoute des voitures hybrides, parce que ces taxis-là sont plus bons pour on envoie ça à la casse, il y a de ça tout le temps. C'est toujours des questions. Combien ça coûte? Puis quelle ligne sur le budget on retire pour mettre celui-là à la place? Parce que si on en ajoute dans des secteurs, il faut en couper ailleurs. On coupe où? Tu sais, de ce temps-ci, là, on regarde juste Moisson-Alma, là. C'est très difficile de soutenir nos gens qui ont de la misère à manger. Puis on les soutient, là, solides. Solides. Alors, c'est juste ça. Il faut que les gens comprennent que c'est un tout. Continuez, allez-y, vous avez... mais là, madame... je me permettrai une petite intervention, si vous le permettez, parce que c'est un sujet qui était vraiment up-to-date, comme on dit. Hein? On en parle beaucoup de l'environnement, puis je comprends très bien que vous êtes extrêmement sensible par rapport à ça, puis on l'est tous aussi à l'entour de la table. Je veux vous remercier d'être venu ce soir. Moi, j'aime ça quand il y a du monde. Ça dynamise, puis aussi, ça nous sensibilise à vos préoccupations qui sont certainement très, très importantes, là, je n'en doute pas. Je trouve que ce que vous nous avez présenté, je trouve que c'est un plan pour le moins ambitieux, dans le sens que réaliser tout ça, je vois ça, moi, comme une montagne, mais je suis d'accord qu'on y va pas à pas, puis que c'est important. Toutes les actions qu'on pose sont importantes, puis vont faire qu'à un moment donné, on va peut-être, en tout cas, essayer de, sans trouver la solution complète, au moins faire un pas par en avant, puis améliorer là, le sort du monde, comme on dit. Mais je veux simplement, dans le même sens que mes collègues ici, vous dire que la préoccupation, puis M. le maire peut le dire, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, nos services maintenant travaillent toujours en lien avec quelle action on peut mettre pour venir protéger l'environnement. J'aurais le goût, parce que quand j'ai su que vous veniez ce soir, j'ai demandé à notre directrice des travaux publics, peux-tu, Karine, me lister toutes les actions qu'on pose aux travaux publics qui viennent vraiment avoir un impact sur l'environnement. Puis elle dit, je ne peux pas toutes te les dire, mais je t'en nomme quelques-unes. Je ne sais pas si vous me permetteriez de vous en nommer, là, mais on en fait beaucoup, puis on le fait journalier, on le fait de façon quotidienne, puis on a la prétention de vouloir toujours améliorer ce service-là. Je veux que vous receviez de ça un message qu'on est
on est ouvert à ça. Mais évidemment, M. le maire l'a très bien expliqué, tout a un coût, puis il y a un coût aussi pour l'environnement. Mais je trouve ça intéressant que vous nous fassiez part là, de vos contributions, parce que tout ce qui est gaz à effet de serre a été ici inventorié. On a un plan d'action en lien avec ça. Toutes les actions qu'on peut poser, on travaille avec une firme Valéal, c'est comme ça on l'appelle, Proméval, qui nous audite à toutes les semaines pour s'assurer qu'on utilise tous nos abrasifs, merci beaucoup, nos abrasifs pour en utiliser le moins possible, pour ne pas avoir des effets, évidemment, quand ça fond, quand ça s'en va dans les... Alors, tu sais, il y a beaucoup d'actions qui se font. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, c'est ça que je me demandais. On va le communiquer avec le comité. Bien, c'est ça, il faudra le communiquer parce que je veux juste que vous sachiez qu'on est extrêmement sensible à ça, mais je me rends compte peut-être que la population est peut-être moins au courant de toutes les actions qu'on pose là. Alors, je fais un constat en même temps. Oui. Juste avant votre intervention, madame, moi, je voulais effectivement vous remercier. Puis ce que je trouve le fun ce soir, c'est que vous êtes vraiment représentatif de la population. On a des jeunes, des enfants, des personnes plus âgées. J'ai même vu des personnes immigrantes. Donc, pour moi, c'est un signe clair que ça doit faire partie de nos préoccupations. Ça le fait déjà. On a déjà nommé des choses importantes. Mais je pense, puis pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai eu beaucoup de courriels cette semaine et la semaine dernière pour justement que je prenne connaissance du document que vous me proposez. Quand j'entends implication citoyenne, quand j'entends développement durable, quand j'entends environnement, moi, ça m'interpelle particulièrement. Fait que c'est clair que je vais vraiment regarder avec tous les membres du conseil puis prendre en considération. Effectivement, c'est énorme ce que vous nous proposez, mais quelquefois avec des petits pas, puis aussi toute l'expertise qu'on peut voir ici, là, je pense à M. Tremblay, à Mme Girard, qui sont des sommités au niveau du développement durable. Mais il y a quelque chose à faire aussi avec les gens de la population, puis je pense que vous pouvez nous soutenir là-dedans. D'autres interventions? Ben, peut-être une petite pour ma part. Moi, je suis président aussi du comité CAS. Ceux qui le savent, c'est la représentation au niveau de la ville avec l'usine Rio Tinto. Puis à chaque réunion, on passe au moins 33% du temps à parler d'environnement. Ils nous font des rapports au niveau de l'environnement. Eux aussi sont très soucieux de ça. Donc, vous avez quand même une bonne écoute ici. Là, soyez sans crainte. Là, on y prend soin de notre planète. Merci beaucoup. Je voulais simplement vous remercier pour ce début de réponse. Bien sûr, on va attendre d'autres informations. Merci de nous informer plus de ce que vous faites au quotidien. On sait que vous en faites déjà pas mal. On pense quand même, on est tous ici là pour vous dire qu'on sent que c'est urgent d'en faire encore un peu plus. On le sait, on est conscient qu'il y a des coûts à tout ça, mais on espère que vous pourrez bien réfléchir à ça. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et merci à tous les conseillers. On va regarder vos demandes, on va essayer d'en intégrer sur notre plan de match en développement durable. Moi, de mon côté, je vous dis, faites attention un peu aux termes. Il y a des gens qui paniquent de pas grand-chose quand ils lisent des choses comme ceux-là. Nous, on a des échos de ça aussi, là. Tu sais, c'est la fin du monde qui s'en vient, c'est quoi le problème? Il faut faire attention de la manière qu'on s'exprime. Par contre, on sait tous qu'il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi. Maintenant, on verra bien jusqu'où on peut aller tout en contrôlant un peu les coûts de tout le monde, parce que les villes qui vont s'en sortir le mieux au niveau de l'environnement, c'est ceux qui vont être capables de rester en surface avec leurs fonds. Parce que plus ça va, plus il y a des gens qui choisissent de quitter des villes parce que la taxe est trop élevée pour aller dans une ville qui en a moins. Mais si les taxes, à un moment donné, deviennent tous élevées, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la forêt, je ne sais pas, mais il ne faudrait pas se rendre jusque-là, effectivement. Merci beaucoup de votre attention, puis merci beaucoup d'être venu. Et on va sûrement se revoir avec la suite de vos questions, mais on va les étudier en long et en large avec nos comités. Oui, monsieur? Oui, bonsoir, je m'appelle Charles Bois. Charles? Bois. J'interviens par rapport à ce qui vient de se produire ici. Je trouvais ça très choquant, là, pour le moins dire. Là. Choquant, pour quelle raison? Je vais continuer, puis... non, mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire, le mot choquant. Je m'apprête à vous le dire. Là. Allez-y. Vous parlez beaucoup, vous avez parlé d'environnement, vous savez c'est quoi, mais je voudrais vous demander comme première question, est-ce que vous savez c'est quoi le capitalisme?
Mais là, je ne rentrerai pas dans la discussion socialiste, capitaliste, communiste. Moi, je suis à la tête d'une ville qui essaye de rester en santé pour donner des services à la population. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on a fait dans les 8-10 dernières années, donner des équipements flambant neufs à tout le monde sans jouer sur le compte de taxes. Vous en chercherez qui sont capables de faire ça. Alors, on donne des services à une population, capitaliste ou pas. On n'embarquera pas là-dedans. Là, on parle d'environnement. On n'ira pas en Russie, puis on n'ira pas aux États-Unis, puis on est chez nous au Québec. Je trouve ça dur à prendre, vraiment, sur le ton sur lequel vous le dites. C'est parce que si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est probablement parce que le capitalisme a causé tout ça, puis cause les injustices, les inégalités, les changements. Avez-vous une question, monsieur? Posez une question. Ah oui, là, on le sait pourquoi vous êtes venu. Là. Posez une question. Je vous demanderais d'être respectueux quand même, parce que c'est très condescendant, je trouve, de quand on vient vous présenter une déclaration d'urgence climatique, de se faire la leçon morale économique. Là. Je n'ai pas fait de leçon morale économique, monsieur. J'ai demandé simplement où on prendrait l'argent. Vous ne semblez pas comprendre ce que je dis. Mais moi, je suis maire de la ville ici. C'est moi qui gère cette assemblée. Je comprends ici. très bien, monsieur le maire. Puis je comprends aussi que vous devez représenter les citoyens, pas les industries et les entreprises sur le même pied d'égalité. Là. Puis il n'y en aurait pas d'industrie puis d'entreprise s'il n'y avait pas de vie d'abord. Puis là, en ce moment, la vie est menacée. Là. Puis, tu sais, moi, je suis paysan. Je travaille la terre, puis c'est très important. Pour moi, c'est de ça que je tire mon revenu pour pouvoir vivre. Puis je souhaite que tout le monde puisse faire ça. Puis je trouve ça pas normal quand moi, par exemple, j'aimerais ça avoir une famille. C'est pour ça que je suis revenu ici. Quand tu es rendu à te demander est-ce que je devrais en avoir une famille, parce que la situation en ce moment est tellement critique qu'on se demande, dans le fond, si on devrait continuer à faire des enfants, tu sais. Même si c'est ça qui est le plus beau dans la vie, là, tu sais. Puis moi, ce que je vous demande, c'est de faire preuve de courage politique. Puis en ce moment, il y en a plusieurs projets de développement économique qui font surface. Là. On a vu passer récemment qu'il y a un gazoduc qui veut passer de Rouyn-Noranda au fjord de Saguenay. Puis je veux vous dire aussi que le courage politique dans la situation à laquelle on fait face, là, c'est de se dire que l'économie, c'est pas juste l'argent. L'économie, c'est de pouvoir répondre aux besoins qu'on a à combler, puis de répartir la richesse qu'on crée. C'est pas seulement une question d'argent. Puis on peut faire du développement économique en harmonie avec l'environnement. Puis c'est ça que moi, je vous pose comme question, c'est êtes-vous prêt à faire ça, puis faire preuve de courage politique? C'est exactement ce qu'on a fait. Moi, ça fait 15 ans, 16 ans que je siège ici à la ville. C'est exactement ce qu'on fait. Quand j'ai parlé tout à l'heure là, de Moisson-Alma, là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Moisson-Alma. Hein? C'est du courage politique, ça. D'avoir pris l'argent des contribuables puis d'avoir bâti une maison neuve pour eux, d'avoir soutenu cette entreprise-là du début à la fin pour aider la pauvreté. Moi, j'appelle ça des services à la population. Puis on le fait sur une multitude de besoins, la ville d'Alma. C'est surprenant comment la population a des besoins, mais les besoins, là, qu'on parle capitaliste ou non, là, c'est chiffré à l'autre bout. Avons-nous le 1,5 million pour soutenir les gens qui sont dans la misère ici à Alma? Il y en a beaucoup. Alors moi, le travail là, de la population, là, je considère le faire. Ou peut-être que vous pensez que je ne le fais pas, là, mais moi, ça fait 15 ans que je le fais assis ici. Vous, c'est la première fois que je vous vois ici. Moi, ça fait 15 ans que je m'assieds ici régulièrement pour faire le travail. Puis le jour où je ne ferai plus le travail, la population va me renvoyer. C'est aussi simple que ça. Je vais terminer en disant que pour moi, une ville qui est... Parce qu'on voit ça avec les fleurons, puis c'est affiché à la ville, là, quand on entre fier et belle, puis félicitations pour les fleurons, c'est super intéressant. Mais pour moi, une ville qui est fière, ce serait en ce moment là une ville qui est résiliente puis qui est pragmatique aussi. Puis ça pourrait être une ville nourricière, par exemple. Ça pourrait être une ville... les experts, il manque pas d'idées, je pense, là, mais je pense que faut faire preuve de courage politique, là, puis faut faire preuve d'ouverture aussi, puis d'écoute.
Puis, c'est ça. On prend bonne note, monsieur. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur Frédéric Tremblay veut prendre la parole. Vas-y. Oui, je voulais juste peut-être souligner, on parle beaucoup d'argent d'un côté, j'ai entendu pragmatisme aussi. Peut-être souligner, Mme Bouron l'a fait, entre autres, de mettre de l'avant qu'il sait plusieurs choses, mais parler, c'est bien, affirmer, c'est bien, faire, c'est encore mieux. Puis moi, ce que je remarque au quotidien, c'est que à la ville, on en fait énormément. Pourquoi? Parce qu'on est des gouvernements de proximité. Donc, on a donné des services à nos citoyens. Et en ce sens-là, on a intérêt à être pragmatique et efficace et à faire des économies aussi. Et or, ce que je constate au quotidien, c'est que dans tout ce qu'on fait comme action, on va chercher beaucoup de gains à la fois environnementaux et économiques dans ce qu'on fait. Je peux vous donner plusieurs exemples. Vous en avez survolé quelques-uns en parlant de l'épandage des abrasifs. C'est une chose. On installe des témoins sur nos camions pour optimiser les trajets, pour dépenser le moins possible d'essence. Le centre multisport, on en a parlé ce soir. Donc, c'est chauffé avec de la récupération de chaleur de haute bâtisse. Les feux lumineux, comment on gère ça, ça a un impact également. On achète des terrains, on est rendu à près de 85 % du territoire pour consolider une forêt urbaine avec la pointe des Américains. Donc, on fait énormément de choses au quotidien et c'est au bénéfice des citoyens, mais surtout, c'est pas toujours une question de coût, c'est surtout une question de rentabilité sociale, environnementale et économique aussi. Donc, il ne faudrait pas penser qu'on ne fait rien. Puis je pense qu'on va continuer à faire des choses dans ce sens-là. Une politique de développement durable, on essaie d'arrimer, de structurer nos interventions. Il faut voir quel bouchon on est capable de prendre, mais on essaie d'en faire le maximum possible. Je ne voudrais pas qu'on reste sur l'impression que vraiment on tire de la patte ou on est à la remorque de quelque chose à Alma. Au contraire, je pense qu'on est plutôt à l'avant-garde et on essaie d'en faire le maximum possible. Bien, je vais juste rajouter, monsieur, je suis contente, M. Tremblay, vous disiez ça parce qu'effectivement, entre autres, vous parlez de différentes actions qu'on a posées. On a, dans le programme d'économie d'eau potable, atteint les objectifs du ministère, ce qui fait que nos contribuables n'auront pas de compteur d'eau. C'est une mesure, une mesure extrêmement importante qui a un impact économique sur nos citoyens, puis qui a un impact sur l'environnement. Puis on est un exemple au niveau du Québec. Et ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou si vous suivez toutes les actions qu'on pose. Peut-être pas. J'imagine que nous, c'est dans le day-to-day. Mais c'est tellement une préoccupation de tous les jours pour nous dans tous nos secteurs d'activité. Et je suis contente que vous l'ameniez parce que je pense que c'est très important que vous compreniez ça. J'espère que vous le saisissez parce que la dernière intervention m'a fait me questionner là, sur ce qu'on faisait depuis tellement d'années, les préoccupations que nous avons. Puis, pas faire aussi des débats de surface. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale au Québec sur les milieux hydriques, les droits compensatoires. C'est un bon exemple. On a des luttes de haute volée avec nos unions municipales là-dessus. En apparence, tout semble intelligent. On va demander aux entreprises et aux municipalités de compenser quand ils font des travaux dans des milieux humides. Ça a l'air intelligent à première vue, mais la réalité, quand on creuse, c'est que, dans le fond, on demande des droits compensatoires énormes, que les entreprises, la grande entreprise, les grandes minières peuvent très bien se payer, les municipalités moins, pour des terrains qui n'ont pas été caractérisés. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'illogisme là-dedans, mais si on ne veut pas toucher au milieu hydrique, qu'on empêche tout simplement la construction. C'est un peu ce qu'on dit avec nos unions municipales. D'accord avec vous. Vous parlez de la carte des milieux humides qui est sortie, entre autres, dans le milieu agricole. Ben, en fait, dans tout le milieu. Partout, à grandeur du Québec. À grandeur du Québec. Il touche pas, tu sais. Ben voilà. Mais bref, ce sont des combats qu'on mène aussi en arrière, les municipalités ensemble, donc on pousse tous dans la même direction, finalement. Oui. Allez-y. Audrey Paradis. Je vous demanderais juste d'avoir un peu d'indulgence avec nous parce qu'on n'a pas l'habitude de venir devant des gens pour parler puis de prendre le micro non plus. Il faut comprendre aussi que ce soir, si on vient vous parler avec notre cœur, avec nos valeurs, nos convictions. Fait que, tu sais, on parle là, puis on a le cœur qui nous bat, vous comprenez? Fait que c'est difficile, des fois, on peut peut-être utiliser un mot qui n'est pas approprié, puis ça peut être mal... Bref, mon but ce soir n'est pas d'attaquer, au contraire. J'aimerais juste commencer par vous féliciter pour les 5 fleurons. Je sais très bien c'est quoi des fleurons.
Et puis, j'ai adoré, Mme Beaumont, l'historique que vous nous avez fait sur comment vous avez monté les échelons des fleurons. Rappelez-moi, de 3 à 5 fleurons, ça a pris combien de temps? Bien, de 3, ça a pris 9 ans. 9 ans. Je vous écoutais parler de l'historique des fleurons, puis je me disais dans ma tête, c'est exactement ça. On pourrait prendre ce que Mme Beaumont nous parle présentement sur les fleurons, puis l'appliquer à ce qu'on est en train de parler de ce soir, l'environnement. Si aujourd'hui vous êtes rendu à 5 fleurons et que tout le monde est aussi fier de sa ville, de sa beauté, que tous les citoyens embarquent pour embellir, que les industries embarquent, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui y a cru. Puis je pense que vous faites tous partie des gens qui y ont cru puis qui ont poussé. Puis on pourrait se dire au départ, quand on se dit hey, « je veux atteindre le 5 fleurons », ça veut dire plus de monde qui travaille à l'ornemental l'été. Ça veut dire produire plus d'annuels, plus de grès, plus de terreau. Où je vais prendre cet argent-là, il faut que je la prenne de mes contribuables. Vous comprenez? C'est un peu le même principe. Mais quand on croit à quelque chose, on la trouve, l'argent. C'est juste là où je veux en venir. Puis si aujourd'hui, vous êtes rendu à 5 fleurons, c'est que vous avez été capable de le tenir, de le croire, puis de convaincre les gens. Je veux dire le mot « convaincre » parce qu'on est tous, à un moment donné dans notre vie, on est tous quelqu'un qui va influencer les autres. Puis Alma, c'est quand même la grande ville de notre MRC. Pour moi, la fierté, si Alma embarquerait là-dedans, bien, en fait, moi, je pense au pacte. Là, vous avez sûrement écouté, tout le monde en parle hier, le fameux pacte que tout le monde signe. Le pacte, c'est pas de dire « moi, je suis parfait ». On sait qu'on n'est pas parfait. C'est juste de se dire, chaque geste que je fais dans ma vie de tous les jours, je suis capable de faire l'introspection et de me demander, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que je pourrais avoir un impact plus positif sur ma vie? C'est juste de se questionner. C'est juste de se dire qu'on peut toujours faire mieux. En fait, c'est juste ça. Tout à fait. Puis, c'est pareil dans un conseil municipal que nous, à la maison, il faut toujours se demander, individuel et en groupe, est-ce que je peux faire mieux? Donc, pour moi, la fierté, si Alma embarquerait là-dedans, c'est qu'elle montrerait l'exemple pour que les petits villages embarquent aussi. Ça prend tout le temps un visionnaire, un marginal, quelqu'un qui dit « moi, ça, j'y crois, puis j'embarque ». Les autres font hey, « c'est pas fou, moi tout, je vais embarquer ». Fait que c'est ça, moi, en fait, que je demande à la ville d'Alma. C'est de se lever debout puis de dire « ben moi, j'embarque, je montre l'exemple aux autres, puis embarquez donc avec moi ». Fait que je vous souhaite d'embarquer. Merci. Mme Fortin veut prendre la parole. En fait, Mme Audrey, je veux juste vous dire que vous parlez très bien quand le cœur vous débat. Mais je trouve, en tout cas, vraiment intéressant la discussion qu'on a là, puis j'espère que c'est le début d'une belle conversation. Donc, vous savez où on est, c'est possible de communiquer avec nous. Donc, je trouve l'échange très enrichissant. Merci. Alors, je tiens à vous remercier. Non, on va arrêter, on a fait le tour. Pas mal. Je tiens à vous remercier. Non, mais à vous remercier, effectivement, parce qu'effectivement, nous autres aussi, on cherche toujours la perfection. Ça fait 15 ans, autour de la table. Il y a des nouveaux arrivants, mais les autres sont là depuis le début. Puis on a toujours fait ça. Essayer, ce qu'on dit en anglais, fine-tuner ce qu'on fait pour que ça dépense le moins possible, pour que ça pollue le moins possible. On a des contraintes énormes vis-à-vis les gouvernements qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Puis nous, on est à la solde des gouvernements. On est une créature du gouvernement, puis on se le fait suffisamment dire pour avoir des frustrations de temps à autre. On parlait de limite de vitesse tout à l'heure. On sait très bien qu'il faudrait limiter la vitesse. On n'a pas un mot à dire sur la finalité de ça. C'est le ministère des Transports du Québec qui va décider de la vitesse, même si on se débat à expliquer que c'est dangereux, le secteur. Alors, c'est ça qu'on vit régulièrement, des frustrations à gauche et à droite. Et dans l'ensemble, là, on est en accord avec ça, l'environnement. Reste à savoir. Tu sais, on parle d'argent. C'est une pizza, la ville, là. Tu sais, le budget de la ville, c'est une pizza. On rajoute une pointe, on rapetisse les autres. C'est aussi simple que ça. On dit, c'est facile d'aller chercher les fonds. C'est pas si facile que ça d'aller chercher les fonds. Mais ceux qu'on a, on peut les partager. On les partage comment? C'est là qu'il va falloir décider. Puis pour décider, bien, il faut qu'au moins une majorité de gens soient d'accord avec ça. Au moins. Parce que c'est tout le temps des questions électorales. Tout le temps.
C'est en démocratie. C'est ceux qui sont sur une dictature, vous ne seriez pas là assis ce soir. C'est certain. Merci beaucoup de votre présence. On va sûrement se revoir bientôt parce qu'on aura des réponses à vous donner sur le document assez important que vous nous avez apporté ce soir. Est-ce que je peux demander la levée de Non, l'Assemblée? je vais demander la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. Madame Beaumont demande la levée de l'Assemblée. C'est une tradition. Alors?